Bienvenue tout le monde sur l'épisode 41 du Brap Show. Et moi, je vais vous le dire, je peux déjà pas attendre samedi prochain. C'est trop. Une semaine entre deux courses, c'est trop long. Faut qu'on change le sport. Faut qu'on ait. Tu vois, des fois au basket, ils ont des matchs back-to-back. Je suis sûr qu'au foot aussi. Et voilà, il nous faut des courses plus souvent. Parce que là, devoir attendre une semaine pour cette revanche, je peux pas. On remercie évidemment MGT Design et MGT Design Racewear d'être nos partenaires de toujours. Vous pouvez les contacter sur Instagram. Pour les kits déco, c'est MGT Design-MX. Et pour les tenues, c'est MGT Design-Racewear. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est des décos et des tenues 200% perso. Donc vous pouvez vraiment tout inventer avec l'aide de leur designer. Mais vraiment, si vous avez une idée créa, c'est là-bas qu'il faut aller. Nous, on va parler Hangtown. On va parler un petit peu Teufenthal. Mais on va parler surtout Hangtown. Et la semaine dernière, je te demandais, Mr. Brap. Oui, à mes côtés, c'est Mr. Brap. Vous le savez. Hein. On est au 17 000 sur... Et voilà. Yeah. Alors, je suis désolé, je fais un petit peu de bruit avec mes ressorts de micro. Je vais juste resserrer ça. Voilà, j'y touche plus. Mr. Brap, 17 000 abonnés sur TikTok. Si vous ne faites pas encore partie de la commu Mr. Brap sur TikTok, allez-y. Ça parle moto, ça parle trafic. Et... trafic le camion, attention. Oh là là, les gars. Non, pas comme ça. Trafic le camion et ça rigole bien. Donc, vous pouvez voir ses prouesses en mécanique aussi de temps en temps quand il a de l'entretien à faire dans son super beau garage bien équipé. Et donc, la semaine dernière, je te demandais est-ce qu'il est trop tôt pour parler de Grand Chelem pour Jet Lawrence. Tu m'avais dit non. Moi, j'avais dit je pense que c'est un petit peu trop tôt. Bah, les discussions sont finies. Il a perdu une manche. Il peut encore gagner toutes les épreuves cependant. Alors, par contre, j'avais nuancé un petit peu quand même. J'avais pas T'avais- dit, non, non, t'avais c'est pas dit- trop tôt, on peut en parler. T'avais dit on peut en parler, t'avais pas dit il va le faire. Ah oui. T'avais dit on peut en parler. Hmm. T'as pas dit il va le faire. Non, parce qu'en plus, justement, j'avais argumenté en disant je pense pas qu'il le fera. Comme après avoir perdu la première, après qu'il ait fait son grand chelem, à partir du moment où il en aurait perdu une, il allait en perdre d'autres, tu vois. Ouais. Cependant, il y a encore 18 courses sur 19 de gagner dans sa carrière 450 motocross. Donc ouais, là, bien évidemment, on compte que les courses US parce qu'aux Nations, il a gagné sa catégorie 2 fois sur 3, je crois, en 450. Il me semble qu'à Ernée, il ne gagne pas sa catégorie jet. Mais déjà 16 points d'avance au championnat sur Aaron Plessinger, qui a fait une très belle course, et 17 sur Thomas, qui enfin, moi je planais pendant la première manche, et j'avais bien les boules en deuxième, quoi. Ouais, et encore en deuxième, c'est vrai qu'il faisait une belle remontée. C'était curieux de voir jusqu'où il allait pouvoir remonter comme ça. Parce qu'on voyait bien qu'il était déter quand même aussi Il roulait super bien quand même, il était en chaud. deuxième manche, ouais. Et T'as vu comment il se jetait dans les virages, là, il Ouais, voilà. sautait dans les extérieurs un et peu tout. trop de confiance là en changeant de trace en allant dans l'inter. Je sais pas si c'était un excès de confiance ou un petit peu la détresse, tu vois, parce qu'il y avait 3 personnes dans l'extérieur, donc il était bouchonné, la Oh, moi, panique. je pense peut-être, qu'il a changé de trajectoire, sauf que là, c'est une trajectoire. Ouais. Celle-là, c'était pas la trajectoire de course. Il n'y en a pas beaucoup qui allaient. Et quand tu vas dans une trajectoire qui n'est pas celle de course, bah forcément, c'est un peu plus sec sur le dessus ou encore mouillé, vu qu'ils avaient arrosé avant. Je sais pas exactement comment c'était. Mais la trace, elle n'est pas dégagée, quoi. C'est pas là que tu as le meilleur grip. Et sauf qu'il est arrivé en mettant de l'angle, comme si justement c'était la trace à l'extérieur avec énormément de vitesse, sans jauger un peu. Et souvent, on dit qu'il faut le préparer, on va dire, ton dépassement. Et donc, si voyait un créneau à cet endroit-là, bah, la première fois, tu vas un peu sur la retenue, tu fais attention, tu jauges, et petit à petit, tu dégages la trace. Là, ça me fait penser, tu vois, à Ernée, quand Fèvre prend le petit intérieur avant la montée. Il me semble qu'il l'a pris d'autres fois, où il a peut-être attendu qu'elle se crée l'ornière avant de se mettre dedans et pour porter une attaque. Mais la première fois que tu vas dedans, il faut y aller avec un peu de réserve, tâter le terrain, voir comment c'est, tu vois, glissant, pas glissant, et au fur et à mesure, mettre de plus en plus de gaz. Et là, il y allait fort d'un coup, comme s'il allait dans l'extérieur, justement, comme si c'était la trace qu'il avait pris tous les tours précédents. Et sauf que il y avait trop d'angles, il a perdu l'avant. Ouais, c'est ça, c'est que je pense aussi, il l'a prise pleine balle alors que c'était la première fois de la manche qu'il la prenait. Et comme tu dis, faut pas, tu fais pas un tour de reconnaissance en pleine manche, mais c'est sûr qu'il faut y aller avec un tout petit peu de réserve quand c'est la première fois que tu la prends pour voir comment ça se passe, ce qu'il y a sous tes roues. Mais ouais, avant ça, moi, quand il saute dans l'extérieur, juste avant de doubler Malcolm Stewart, je trouvais qu'en bas de ses descentes et aussi avant le virage des mécaniciens, ça faisait un peu du jet où il utilisait des trous pour aller sauter directement dans le virage, éviter des trous au freinage aussi.
Mais tu sais, quand j'y repensais, en 2015, quand il met 1 minute 30 à tout le monde, il le fait ça aussi, jouer avec les trous sur sa Honda. Et c'est quelque chose qui, c'est pas non plus entièrement nouveau pour Tomac, même s'il a quand même plus un style de bourrin, on peut le dire, plus en force. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui lui est complètement étranger. Même si c'est vrai que Jet le fait beaucoup plus. Et l'année où il fait son grand chelem, Jet, tous les terrains, il y avait un endroit où il sautait, personne d'autre le faisait. Donc c'est sûr que ça reste quand même une signature de Jet. Et j'ai trouvé justement que Tomac, il en mettait un petit peu dans son pilotage dans cette deuxième manche. Mais j'ai vu une vidéo, je sais pas si c'était un montage ou pas, mais qui montrait Tomac dans son stand après les essais avec ses gars, qui regardaient visiblement une vidéo ou quelque chose, tu vois. Et ils ont montré ensuite que, il y avait écrit Tomac qui apprend de Jet, tu vois. Et après, on avait une vidéo de Jet justement qui sautait dans ces trous-là sur son meilleur temps chrono, je crois. Donc je sais pas si c'est vraiment cette vidéo-là qu'il regardait, parce que sur le plan, on le voit pas lui en train de regarder cette vidéo-là. Mais peut-être, et puis de toute façon, je crois qu'il s'en est pas caché non plus de dire qu'il apprenait aussi quand même de lui. Il essayait même à son âge et à son stade de sa carrière, de prendre des éléments quoi, pour être meilleur encore. Donc, et c'est ce qu'il faut faire. Ce que je comprends pas, c'est que voilà, il y en a pas qui ont commencé à le faire. On en parlait déjà l'année dernière, quand tu vois un Jet justement qui fait le grand chelem et que tu vois, c'est le seul justement à sauter dans des trous. Pourquoi les autres ne le font pas, n'essayent pas, tu vois. Donc après, évidemment, on n'a que ce qu'on voit à la télé. Et si ça se trouve, ils ont déjà essayé. Au final, ils s'en sortaient pas avec les réglages moto. Et puis, c'est un truc faut s'exercer dessus aussi, quoi, pour y arriver. Tu vas pas sortir ça comme ça. Il faut le travailler à l'entraînement. Et pour ça, il faut des trous aussi à l'entraînement. Donc c'est peut-être pas évident quand on voit pour la première fois Jet arriver et sauter un peu partout, là, faire la sauterelle dans les trous. Mais je pense qu'effectivement, c'est un peu ce qu'il faut faire. On voit aussi un Digan, tu vois, qui saute un petit peu à certains endroits maintenant. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut, s'en imprégner et mixer. Après, tu pourras pas calquer. Enfin, quand tu es Thomas, quand tu es Digan, tu calqueras jamais le pilotage de Jet. Tu ressembleras jamais à Jet sur une moto, c'est sûr. Ou si tu essayes, tu vas être plus lent de toute façon. Faut garder quand même tes points forts et essayer de les améliorer avec d'autres qualités que tu peux voir ailleurs. Mais si tu essayes tout réinventer, surtout à l'âge de Tomac, encore Digan, il pourrait peut-être essayer, mais même lui, Digan, il n'a que 19 ans. Ouais, je crois que ça. Ou il est qu'à 18 encore. Je crois que c'est 19. Il n'a que 19 ans, mais il fait de la moto depuis qu'il en a 5. Donc, tu vas pas lui 14 ans de pratique. S'il essaye de tout changer maintenant, c'est sûr qu'il va régresser avant de progresser, quoi. Mais je trouvais qu'il était moins chahuté que la semaine dernière, quand même, Tomac. Toujours très agressif et tout, mais moins à rentrer trop bourrin dans une ornière et à rebondir. Ouais, un peu moins. Mais surtout, il y avait un passage impressionnant. Et je sais plus du coup si c'est au début de la deuxième ou de la première manche où il prend l'extérieur avant justement les vagues. Là, il y avait un peu une double trajectoire. Il prend l'extérieur. Et là, au final, ça le met un peu long. Et au final, il fait pas d'enchaînement. Il tape vraiment que les crêtes. En fait, il les avale. Alors que celles-là, tu les voyais bien que c'était des vagues à sauter. Tu vois, il y a personne qui les enroulait ces vagues-là. Et même les vagues qui suivaient d'ailleurs. Mais et là, tu le vois atterrir à chaque fois taper. Et là, je me dis, mais ça, c'est quand même impressionnant parce que ça bouge pas. Et en vrai, quand tu es déjà monté sur une auto et que tu arrives sur une crête d'une bosse, tu sais très bien que si la roue avant elle touche pas, déjà ça va te renvoyer en avant. Si tu mets pas grave du gaz et que tu compenses pas avec le corps, etc., tu vas être chahuté en avant. Et même les vagues de manière générale, moi personnellement, j'ai grave du mal à rouler dedans. Tu vois, ne serait-ce que quand on va à Guilville, c'est pas des grosses vagues. Et quand il s'agit de les cabrer, tu vois, j'ai toujours un peu de mal à cabrer les vagues. Je trouve qu'il y a une vraie technique quand même à apprendre dessus. C'est vrai que les terrains sur lesquels on roule, c'est rare en fait qu'il y ait des vagues comme ça, tu vois, qui soit bien faite, que tu puisses enrouler. Et c'est vrai que là, quand tu vois et qu'il tape que les crêtes de vagues qui se sautent normalement, enfin, ça fait presque des sauts. Et là, ça me faisait penser aux jeux vidéo, quoi, quand des fois tu arrives et que tu dribbles des enchaînements. Là, c'était la même chose. Et il est vraiment resté sur le dessus et il a doublé. Et je sais plus si c'est en deuxième ou en première manche, mais c'était assez. Il fait un peu ça en doublant Malcolm. Et et donc, c'est en deuxième manche. Et en plus, tu vois, même, tu sais, elle est un peu en deux parties, la section de vague, parce qu'il y en a une grosse qui descend. Et du coup, sur celle qui descend, il saute quand même, ça fait un petit double. Et tu vois qu'il saute moins haut que Malcolm. Je pense qu'à l'extérieur, elles étaient peut-être aussi un poil moins raides sur la gauche. Mais oui, du coup, je vois ce que tu veux dire. Et même, moi, j'ai beaucoup aimé ce quadruple dans les vagues qui arrivait après. Moi, je trouvais ça cool qu'au niveau de la piste, il le laisse.
et tout le monde le faisait. Mais après, il y avait le petit triple derrière que On aurait pu certains faire, faisaient, ouais. d'autres faisaient double simple. Je pense qu'ils auraient pu faire une double trajectoire. Tu vois, ici, ça aurait peut-être pu être intéressant avec justement un côté un appel où tu peux faire 4 et tu fais vraiment un enchaînement, en fait, 4-3, tu vois. Et de l'autre côté où tu vas plus les enrouler. Je me dis Ouais. peut-être qu'avec la vitesse qu'ils arrivaient sur le 4, peut-être qu'ils arriveraient quand même à. Enfin, tu vois, en Surtout fonction si tu aussi. mets le 4 à l'extérieur, peut-être que là, Ouais, sur voilà, la en fonction droite. de l'endroit où c'était le plus. Même si le 4 il est un peu moins vite, bah, le mettre sur la portion de la piste Bah, que tout le monde utilise, je tu suis vois. pas sûr que d'envoyer 4, ça irait moins vite que s'il rabotait la première pour enrouler les vagues. Parce que vu que tu es quand même en train de rebondir, Ouais, je sais pas. par rapport à l'élan que tu prends sur. Je sais pas, peut-être. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal aussi. Mm. Mais ils ont rajouté aussi un peu de sable dans certains virages. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé ça un peu nul parce que du coup, Thomas qui est tombé dans un virage où il y avait du sable. Mais non, je veux revenir un peu sur la première manche parce que Jet, il est parti quasiment juste derrière. Enfin, il était peut-être 2 places derrière Tomac et Tomac est vite remonté 2 et Jet est vite remonté 3. Et il était à 2 secondes de Tomac au début et peut-être 3 ou 4 secondes de Plessinger. Et au final, il a pas tenu la cadence. Il a dit sur le podium que il a essayé un peu et qu'il se battait contre la moto et que du coup il a préféré assurer et se préserver pour être plus frais pour la deuxième manche. Mais moi j'ai pas vu un Jet qui se réservait les fois où la caméra était sur lui. Moi, je l'ai vu se battre avec la moto, par contre. Oui, Pas mal d'erreurs, des droits de des erreurs gauche. qu'on voit d'habitude pas de Ouais, Jet. ouais. Des Mais droits de gauche et tout. Donc après, est-ce que c'est vraiment la moto avec laquelle il était pas à l'aise ou est-ce que c'était qu'il était cuit et que voilà, quand t'es cuit, c'est pareil, tu te lèves, t'es moins tonique, tu réagis moins. Et je pense que justement, une de ses qualités, c'est quand même d'anticiper vachement et à la fois de réagir super vite quand bam, ça part d'un côté, d'avoir le corps justement qui est ouais. capable de se désaxer rapidement pour récupérer ça. On pense notamment au Whoops du Supercross de Paris au Press Day. Ouais, par exemple. Où il s'ajuste vraiment. Et ça, c'est à chaque fois, enfin justement, moi c'est pareil, c'est un truc que je me dis, mais comment c'est possible? Moi, dès que j'ai un petit trou qui m'envoie la roue arrière sur le côté, elle va sur le côté et juste je serre les fesses, je croise Et les tu droits, je fais une subis, prière pour espérer que j'atterrisse pas trop de travers pour que ça me mette par terre et que eux, des fois, voilà, tu les vois là, les pilotes pro, bam, ça part d'un coup, la moto elle est en turn down et ils arrivent à la rattraper pour la mettre à plat ouais. à l'atterrissage. Et donc, ouais, peut-être que là, tu vois, avec la fatigue, bah forcément, tu es moins réactif et si tu es moins réactif, bah, tu vas plus facilement au sol ou tu n'arrives pas à rattraper ces erreurs-là. Donc je sais pas réellement ce que c'était, tu vois, mais ouais, je pense, ouais, après je me dis peut-être que si c'était un petit pépin physique et tout en première manche, il ne l'aurait peut-être pas dit justement pour pas que les autres dans leur tête ils se disent ah il était cuit et tout, c'est à notre avantage. Et à la fois voilà en deuxième manche il a quand même montré que ça allait, mais je suis aussi d'accord avec ce que disait Stewart dans les commentaires, là, James Stewart, c'est qu'il disait qu'il a pas l'habitude d'être derrière en fait et de devoir cravacher pour revenir, et que par contre il a l'habitude d'être devant et de devoir gérer sa course, et que c'est pas du tout la même course, c'est pas du tout la même chose, et qu'au final, bah, peut-être que Jet il a plus de mal à rouler à 100% qu'à 80%. Et sauf qu'en vrai, son 80, une fois qu'il est devant, gérer sa course, en remettre un petit peu, justement, quand l'autre il est en train de cravacher pour revenir, bah il sait faire. Mais dans l'autre sens, partir de derrière et cravacher jusqu'à revenir devant et passer des gars qui sont bons à ce moment-là, bah, c'est peut-être quelque chose dont il n'a pas l'habitude et sur lesquels là il a essayé du coup de revenir parce qu'il a vu Tomac devant, donc il s'est dit voilà, faut que j'y aille, et il s'est peut-être cramé un petit peu physiquement comme ça, et peut-être avec une moto aussi pas sur laquelle il était pas très à l'aise, je sais pas. Ouais, mais moi je pense que c'est vraiment ça, c'est que je pense qu'il n'a pas l'habitude de pousser autant et que depuis 2 courses, alors évidemment, je prends en considération le fait que physiquement il a probablement manqué un peu de préparation et que de toute façon c'était prévu qu'il commence plus doucement que d'origine parce que il s'est fait opérer du genou à la fin du mois de janvier quoi. Donc c'est aussi logique qu'il en manque un petit peu, mais je pense que de toute façon on en a déjà parlé l'année dernière et sur d'autres épisodes, mais il a une façon de piloter qui est moins énergivore et où il n'a pas besoin d'avoir la même caisse que Tomac pour tenir des manches de 30 minutes et pour les gagner. Par contre, là, maintenant, il affronte Tomac qui est à nouveau au top de son pilotage et de sa forme, qui pousse pendant 30 minutes. Et je pense que Jet, il a besoin de pousser plus fort et plus longtemps que ce qu'il a eu l'habitude de faire, surtout quand il part derrière. Et je pense que d'une, peut-être qu'il n'est pas à l'aise, peut-être que la moto,
il n'a pas trouvé les réglages pour pouvoir pousser à ce niveau-là parce qu'il n'en a pas trop eu besoin jusque-là. Et je pense aussi qu'il se fatigue du coup plus vite parce qu'il est obligé de plus se donner. Ouais, mais obligé, peut-être pas en fait, tu vois. Peut-être que s'il roulait comme il roule quand il est devant, Ouais. et ben, parce que quand il est devant, il est capable de gagner avec je sais pas combien de secondes d'avance aussi, tu vois, de creuser l'écart, etc. Donc peut-être que s'il gardait son roulage de quand il est devant, ce serait plus efficace, moins énergivore encore une fois, et que sur la durée d'une manche de 30 minutes, bah, ça lui permettrait de recoller dixième après dixième jusqu'à être dans la roue et de pouvoir porter une attaque, tu vois, justement, et d'avoir la réserve nécessaire quand il faut débrancher, comme il l'a fait au SMX justement quand il était derrière Tomac, là, voilà, et des moments comme ça où, alors qu'effectivement, si tu t'es cramé avant, quand tu arrives derrière la roue, des fois, ça c'est pareil, ça m'est déjà arrivé en tant que pilote, tu arrives derrière et puis là, j'ai fait le plus dur, mais j'en peux plus en fait. Donc je peux même pas me mettre ce petit truc encore en le plus. petit extra qu'il me faut pour réussir le dépassement, Voilà. je l'ai pas là. Donc au final, peut-être pas. Et tu vois, ça c'est pareil, ça rejoint un peu un truc que j'ai expérimenté. Une fois, je poussais. Et puis après, j'ai essayé aller plus fluide, plus debout, regard loin, etc. Et au final, quand tu compares les chronos, bah, de l'intérieur comme de l'extérieur, tu as l'impression que c'est moins rapide parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de furiture comme ça. Mais au final, le chrono, celui qui est fluide et qui garde la vitesse dans les virages, tu vois, et ce qui est son pilotage de base, lui, pas de rentrer à fond, bam, s'arrêter et repartir à fond à coup de gâchette, c'est son pilotage efficace. Donc peut-être qu'il devrait garder ça au final, même quand il est derrière. Et c'est ce qu'il faisait avant, quand il n'y avait pas Tomac, parce que j'ai l'impression que pour lui aussi, du coup, il le ressent comme une menace quand même, Tomac. Là, je pense qu'il a l'air d'anticiper cette saison comme l'une des plus dures, tu vois. Je pense que c'est un peu psychologique et que si devant lui, en première manche, c'est Plessinger et Sexton, je dis pas qu'il les rattrape, mais il fait moins d'erreurs, à mon avis. Et ouais. Et puis même Stewart, tu disais, on sent un peu justement de l'urgence dans son pilotage. Là. Mais je pense que ça vient de l'idée qu'il a de Tomac dans sa tête, de base, de la bataille et en fait de la deuxième manche la semaine dernière où il s'est dit le mec m'a pas lâché pendant 30 minutes et j'avais pas beaucoup plus quoi. Tu vois là, pour une fois quand il fallait que j'en mette il en a remis, à la fin il a réussi à briser entre guillemets Tomac, en tout cas pour cette fois-là, mais ouais, je pense que c'était la course, peut-être la manche de l'outdoor où il a qui a été la plus dure à gagner pour lui. Donc je pense que ça vient aussi de là où il se dit faut que je fasse attention parce que Tomac, si je lui laisse 5-6 secondes, je sais pas si je vais pouvoir les récupérer. Tu vois. Il se dit, si je pars devant, je peux le gérer, mais peut-être que si j'ai 6 secondes de retard et que j'ai plus que 20 minutes de course, c'est peut-être déjà trop tard. Ouais, et puis ça part aussi tu vois, il parlait de Thomas quand il avait fumé tout le monde justement sur cette piste-là. Donc au final, même s'il en parle pour faire un peu le mec cool, tu vois, en conférence de presse, moi je le vois un peu comme ça, genre voilà, il y a du respect et tout, c'est je pense que il serait vraiment inquiet ou deuxième au championnat, enfin tu vois, il n'en parlerait pas comme ça, tu vois, s'il avait crainte de quelqu'un, il l'aurait dans sa tête, mais il l'exprimerait pas ouvertement. Et donc je pense que il se permet de l'exprimer parce que il sait que ça va être son adversaire, mais pour lui, je pense qu'il est quand même au-dessus, tu vois, dans sa tête, genre parce que j'ai déjà roulé contre Tomac, voilà, en SMX, etc. Quand plusieurs fois on a parlé du Beast Mode, même en Supercross, et j'ai réussi à l'avoir. Donc je pense que lui, dans sa tête, il a quand même ce petit avantage et que du coup, c'est pour ça qu'il se permet d'en parler en mode, enfin, tu sais, c'est toujours plus facile quand t'es dominant, là, tu fais un grand chelem et tu dis, oh, putain, il a vraiment bien roulé, il passait dans des extérieurs de fou, le bruit, machin, tu vois. Oui, complimenter ton voilà, adversaire. Parler comme ça de ton adversaire alors que t'as gagné. Ouais, bah d'accord, enfin ça, tu vois, même quand t'as Digan... perdu, tu vas pas dire, ouais, mais il est claqué. Non, mais à la fois, mais quand tu perds, tu le dis pas, ça, par contre. Non, tu dis, ouais, j'ai pas fait ça bien. Tu dis les extérieurs de fou qu'il prenait, machin, c'était incroyable, les passages là et tout. Non, franchement, je pouvais rien faire, il était au-dessus et tout. Non, tu les entends pas dire ça. Par contre, quand il gagne, voilà, là, c'est plus simple. Et donc, je pense que la conférence de presse, c'est ce qui s'est passé. Il a gagné les 2 manches. Et au final, il finit devant le mec. Et puis en plus, ça te sauce encore plus. Parce que tu dis, le mec que j'ai doublé, c'est le meilleur du monde, les gars. Bah ouais, mais j'ai fini devant. Donc au final, c'est qui le meilleur du monde là aujourd'hui donc voilà, c'est toujours plus facile comme ça. Et sauf que là, effectivement, il est parti derrière. Et mine de rien, d'avoir ce discours-là en conférence de presse, quand tu viens de gagner, ça va, mais quand après tu as toute la semaine et que ce que tu as fait hier, avant-hier, la semaine dernière, c'est terminé, là, on a les yeux sur ce week-end-là, donc ça restera dans les annales, mais là, on n'y pense plus, tu vois. Là, d'un seul coup, c'est merde, je suis parti derrière.
J'ai en tête, dans un coin de ma tête, qu'il a déjà fumé tout le monde ici. Tout le monde autour, ça parle de Beast Mode, de Thomas qui revient à son meilleur niveau. Attention, Thomas versus Lorenz, machin, là, là. Effectivement, la semaine dernière, il m'a pas lâché, donc j'étais pas largement au-dessus non plus. Bref, tout ça, effectivement, je pense que c'est assez psychologique, et ce qui fait que dans son pilotage, quand il était derrière, il y a une certaine urgence de sa part, et qu'au final, il s'est auto-alimenté avec la représentation qu'il a de Thomas. Alors qu'en vrai, c'est toujours pareil, genre ton pire adversaire, c'est toi-même. Donc d'abord, roule comme tu sais le faire. Et encore une fois, tu vas pas te réinventer le jour des courses non plus. C'est pas là que tu vas sortir un miracle et sortir des choses que tu n'as jamais sorties à l'entraînement ou que tu ne sais pas faire. Donc roule comme tu sais le faire, et surtout comme tu sais le faire quand tu as fait un grand chelem, et vois ce que ça donne. Et si après, en roulant comme ça, et ben Thomas qui est quand même devant, bah effectivement là tu reverras, tu retournes au stand, tu regardes où est-ce que j'ai perdu du temps, etc., etc. Et justement, 17 points d'avance maintenant sur Tomac et 16 sur Plessinger pour Lorenz. Est-ce que tu penses que sur la piste, il va être un peu plus détendu maintenant quand il voit Tomac devant, parce qu'il a quand même un petit peu cette marge? Alors il ne peut pas se permettre de finir deuxième de toutes les manches et laisser Tomac toutes les gagner, évidemment, parce que ça ferait 18 x 3 et donc c'est plus que 17. Mais voilà, s'il y a une manche où il part juste derrière Tomac, ou même 2-3 positions derrière Tomac, il n'est pas obligé de se dire faut que je pousse et que je le rattrape tout de suite, sinon c'est mort, parce que s'il finit une place derrière Tomac, c'est pas trop grave de temps en temps. Donc est-ce que tu penses qu'on va avoir un jet plus détendu et qui fait moins d'erreurs au final? J'aurais envie de dire oui, parce qu'effectivement l'avance de points, c'est un peu plus confortable, et puis tu te dis bon, si jamais je finis deuxième, c'est pas la fin du monde. Mais à la fin, on est aussi tôt dans la saison, donc avec une petite avance comme celle-ci si tôt, je pense que ça te permet pas non plus, de te mettre à l'aise. Non, mais tu vois, je pense que d'un côté, Jet, en fait, il reconnaît Thomas comme étant la plus grosse menace pour son championnat. Mais je pense pas qu'il en ait peur non plus. Je pense pas que Jet manque de confiance en lui actuellement. Et c'est pour ça que tu vois, je me dis, si Jet, il y a une manche où je sais pas, il part 5 et il voit Thomas 2 passer 1 vite, et au final il finit deuxième derrière Thomas. Maintenant qu'il a ses 17 points d'avance, je le vois bien se dire oui, cette manche-là, je suis parti un peu derrière, et j'ai pas voulu faire le fou pour essayer de le battre et perdre plus de points. J'ai d'autres courses où je pourrais le battre, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est ça, et puis c'est que je pense aussi quand Jet, tu vois, je le vois tomber, je le vois pas finir. Il a fini combien en deuxième manche du coup, Tomac? 7? Non, je crois que c'était 9. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Bon, tu vois, je vois pas Jet finir. Il n'est pas allé chercher Anderson, Webb et Prado. Il n'est pas allé chercher. Prado finit 5, Anderson 6, du coup, je crois. Webb, ça doit être 7. Et qui est-ce qu'il y avait encore de... Je crois que Choc est resté devant Tomac au final, après la chute. Ah ouais. Bon, en tout cas, je vois pas Jet finir en dehors du top 5, en fait, même quand il chute, tu vois. Après, la Tomac, il y a eu deux choses. C'est parti 20e à la fin du premier tour. Oui. Déjà, Jet le voit pas partir 20e pour commencer. C'est vrai. et avec une chute, une chute à 12 minutes de la fin sur une manche raccourcie à 40 degrés, quoi. Ah, elle était raccourcie la manche? J'ai même pas fait attention. Ouais, 25 minutes au lieu. Mais de toute façon, là, je pense que s'il y avait 5 minutes de plus, c'était Malcolm qui reprenait la place. Parce que Tomac, je pense qu'avec la chaleur, et comme il a poussé au début, la chute, ça l'a séché, je pense. Ouais, c'est dur quand tu es sur ton truc et boum, ça te plombe mentalement et j'ai envie de dire physiquement. En vrai, non, voilà, c'est une chute, tu t'es pas fait mal, il n'y a rien, mais ça te... Ouais, c'est vrai qu'on l'a déjà vécu, même nous à notre niveau, et même je veux dire à l'entraînement. Quand tu roules et qu'il fait vraiment chaud, tant que tu roules, ça va. Ouais, t'es ventilé. Mais dès que tu t'arrêtes, même sans tomber, dès que tu t'arrêtes, je trouve que c'est là que tu sens faut vite enlever le casque et tout. Moi, quand il faisait chaud, j'aimais bien faire un tour tranquille, un tour de récup entre guillemets, mais où au moins j'étais encore ventilé, mais je poussais plus. Et comme ça, quand je m'arrêtais, j'étais pas en train de suffoquer, mais parce que c'est vrai que quand je faisais ma session et que je me dis vas-y c'est bon, je suis fatigué, je vais au camion. Quand j'arrive au camion, je suffoque avec la chaleur. Et donc là, ouais, en tombant, alors qu'il était certainement au maximum au niveau du rythme cardiaque, à doubler les autres. Il faisait combien de degrés du coup en degrés Celsius? Et il faisait la prédiction météo disait 37. Ouais. Mais au soleil, c'était sûrement plus du coup en ressenti. Tu vois que les mecs ils étaient pas bien quand même à l'arrivée à chaque fois là. Il n'y a que les deuxièmes manches qui ont été raccourcies. Les premières faisaient bien 30 minutes. Mais donc je pense que la chute après physiquement, il a essayé de repartir, mais je pense qu'il a ressenti l'énergie dépensée en première manche.
et l'énergie dépensée en début de deuxième. Après, pour revenir à Jet, c'est vrai que de toute façon, tu regardes Tomac, avant sa chute, quand il faisait ses dépassements et tout, il perdait pas tant de temps que ça. Quand il arrive au moment de doubler Malcolm Stewart, choc, et qu'il se retrouve dans la roue de Prado, il perd pas tant de temps que ça sur le terrain. Tu le vois pas gêné, mais pour autant, il était un peu plus lent que Jet quand même, tu vois. Donc Jet devant, peut-être qu'après il a aussi fait un petit réglage de moto et qu'il se sentait mieux. Et Ouais. après, tout va ensemble, le psychologique, avec, tu vois, t'as mis 2 clics, tu fais 2 tours, tu dis, ou même juste au tour de chauffe, tu te dis, ah ouais, j'ai l'impression que ça va être mieux. Et du coup, tu vas plus détendu. En plus, tu prends ton bon départ que tu voulais et tout va tout seul, quoi. Ouais, et puis quand tu es derrière aussi à devoir doubler, faire les mêmes temps que le premier, c'est quand même pas facile. Donc tu dois changer tes trajectoires et puis des fois tu imprimes aussi un peu le rythme de celui qui est devant toi, tu vois, quand tu es un peu ralenti. Donc même à partir du moment où tu as terrain champ libre devant, tu vois, quand tu es revenu de la 20e place, même arrivé à la 5e place, tu as champ libre. Pour sortir ensuite les mêmes chronos que le premier quand tu as cravaché et que tu as dépensé aussi plus d'énergie justement à devoir changer de trajectoire et doubler des gars, c'est moins facile. Mais effectivement, il en perdait quand même pas énormément. Je regardais un petit peu là au fur et à mesure de sa remontée et il perdait quelques dixièmes, mais Ouais. l'écart n'était pas très grandissant. Bon, je parlais un petit peu avant de passer à la catégorie 250. Et on va parler un petit peu plus des autres pilotes 450 aussi, mais la semaine prochaine, à Thunder Valley, dans le Colorado, course en altitude. Thomas qui s'entraîne en altitude, il est habitué à sa moto qui a moins de puissance. Du coup, est-ce qu'on regarde ce terrain-là en se disant... Parce que, bon, Jet, il a le seul terrain où il a déjà perdu, c'était celui qu'on vient de passer. Les autres terrains, en 450, il n'y a jamais perdu. Donc c'est difficile de dire, oh, ce terrain-là, il désavantage Jet. Mais est-ce que par rapport à d'autres circuits, tu penses que Thomas qui peut avoir un petit avantage ou même juste arriver avec un peu plus de confiance parce qu'il se dit, ouais, c'est en altitude, moi j'ai l'habitude de m'entraîner avec ma moto qui a moins de puissance, qui a moins d'air. Ouais, Comment tu le vois? moi, je suis même pas sûr qu'il pense à ça, tu vois. Je pense que là, de toute façon, sa confiance, elle est quand même bien à Thomas, la façon dont il a roulé à chaque fois. Et je suis même pas sûr qu'il cherche justement des trucs sur lesquels, ah là, je vais être avantagé par rapport à lui, tu vois. Et je pense qu'il est vraiment déter, peu importe quel terrain c'est et s'il a gagné ou pas gagné, parce que de toute façon, il a gagné partout. J'ai envie de le battre, quoi, et j'ai ce qu'il faut pour le battre, tu vois. Je pense qu'il est vraiment dans un mindset là où il est vraiment déter et c'est cool à voir quoi, quelqu'un qui se donne comme ça justement. Je pense que c'est ce qui fait la différence avec tous les autres, que ce soit de son âge ou pas, tu vois, qui au final c'est un peu en descente ou qui n'ont pas ce qu'il faut pour aller chercher devant, tu vois. Même si Plessinger il le dit encore, il veut se battre pour le titre, etc. Au final, celui qui sort vraiment le boulot, tu vois, il y a ceux qui veulent et il y en a beaucoup qui veulent, tu vois. Et je pense que Thomas, au final, il sort vraiment le boulot parce que surtout à Non, chaque fois pour revenir de il y a blessure. en supercross, il y a les 4, on va dire, qui veulent. En motocross, je pense qu'il y en a 3 qui veulent. Les autres, ils aimeraient. Tu vois, Plessinger, il aimerait. Je Je sais pense. pas au final parce que après c'est pareil ce qui se dit sur Plessinger, bon voilà, il a cette Il attitude bosse, cool hein, et je tout, dis pas mais que c'est un pareil voilà, branleur, pareil, il paraît que c'est mais un gros bosseur aussi quoi, mais ouais, je sais pas, Tomac au final, parce que pour être revenu en plus après de blessures comme ça, quand t'étais censé être sur la fin, et que voilà, on sait qu'il est pas tout frais comme un Jet non plus, hein, ça c'est, de toute façon c'est une t'imagines vérité. les 2 dernières semaines, là, les 2 premières courses de l'outdoor, mais Thomas, il est à la retraite. Il est pas là. Ouais. On a de la chance qu'il ait pas pris sa retraite quand même, hein, en tant Bah que spectateur. ouais, là pour l'outdoor, ouais. On a du bol. Oui, c'est vrai que autant pour l'outdoor l'année dernière ou le supercross cette année, bah, vu qu'il s'est blessé, qu'il ait pris sa retraite ou pas, ça changeait pas grand-chose. Mais Hmm. là, pour ces 2 dernières courses, c'est vrai que bon, s'il était pas là, et que après évidemment avec d'ici Thomas qu'il est pas là, bah, peut-être que tout est différent. Peut-être que Sexton est sur une Yam, tu sais pas quoi. Et du coup tout change. Mhm. Mais je veux dire, si les autres paramètres restent les mêmes, bah, c'est beaucoup plus ennuyeux tout de suite. Ouais. Mais toi, du coup, tu penses que Thomas qui peut battre Jet sur n'importe quel terrain, sur n'importe quelle surface? Tu penses qu'il a les capacités? Ouais. Ou t'as l'impression qu'il en manque encore un peu? Non, mais en fait, ça dépend des fois, du coup. Mais d'une manière générale, enfin, je pense qu'il a montré là ce week-end, il serait parti devant. À mon avis, il y avait match. Et ça, c'est vraiment dommage, tu vois. Encore une fois, je dis souvent que j'attends ce moment-là où les deux, trois favoris
pas trop dans roue 1, 2, 3, tu vois, comme on l'a beaucoup eu au final en 250 en Supercross avec Amaker, Vial et Hampshire. Mais je pense que s'ils se font pas mal, on l'aura de toute façon à plusieurs reprises, parce que généralement c'est ce qui tend à se produire vers la fin de championnat. Thomas qui sort quand même assez bien aussi en général de la grille. De manière générale, quand il n'y a pas un Suisse là qui va sur le côté là, au départ. Mais, Thomas qui a convergé sur Guillaume autant que Guillaume sur Thomas. Je sais pas, j'ai bien regardé le ralenti. C'est vrai que c'est un peu plus Guillaume quand même qui converge vers lui, puis il a son corps aussi. Mais bon, après, de toute façon, c'est le départ. Puis après, si Thomas sort devant Guillaume, parce que par contre, temps de réaction à chier là, pour Thomas pour le coup. Ouais. Là, tu as les deux à côté de lui, et pourtant, Guillaume en plus, il fait un petit à-coup au départ, tu vois. C'est peut-être ça justement qui l'a un peu déboussolé, le Thomas. Mais Guillaume, il veut partir au début, hop, et même quand elle tombe, tu vois la moto, vraiment, elle démarre avant que Thomas lâche l'embrayage. Donc, assez étonnant. Ouais, là, le temps de réaction, il n'y était pas. Mais, ouais, à voir quand ils partiront l'un derrière l'autre. Mais je pense aussi que... Parce que pour le coup, Thomas aussi, je pense qu'il a cette capacité à débrancher, à aller un peu au-dessus de ses pompes aussi à certains moments, tu vois, un peu comme Jet le fait. Toujours un peu moins en contrôle, je pense, que Jet, mais sur c'est un fou à malentendu, 32 ans quand même. 32 ans, 3 gosses et... Ouais, de ouf. Et il y a des fois où il se dit je vais à l'extérieur jusqu'à ce que le câble de l'accélérateur il soit embuté et la vie je m'en fous. Ouais, là c'est vraiment que là je pense qu'on est vraiment arrivé à un stade où c'est pour le sport, tu vois. Il n'y a plus besoin de sous là, il y a la famille et tout, et en plus vraiment ce qu'il disait justement, bah voilà, passer aussi à l'autre partie de ma vie où je passe du temps, parce que qu'est-ce que tu feras après et tout, bah, déjà commencer par passer du temps avec ma famille, etc. Et là au final non, pas tout de suite. Et c'est même pas voilà, pour les sous, prendre des derniers gros contrats, rouloter, etc. Parce que quand tu le vois déter comme ça, c'est que derrière, il se bouge le cul pour gagner. Et il pourrait très bien justement partir chez Ducati, prendre un gros chèque pour développer la moto sur les dernières années. Et c'est souvent ce qui se fait justement sur les nouvelles marques. Ils prennent pas un jeune pour qui la carrière elle vient de commencer, pour qui ce serait risqué de tenter de monter sur une nouvelle moto qui peut-être voilà, n'a pas ce qu'il faut. Quand t'arrives tout simplement ils ont pris un Cairoli retraité, tu vois, pour développer la moto de base. C'est ça. Et t'as besoin d'un mec expérimenté aussi, tu vois, ça fonctionne bien pour les deux parties, j'ai envie de dire, autant pour le pilote que pour mais je pense plus pour je pense que c'est plus moi à mon avis ils auraient plus de mal à recruter justement un mec qui est en ascension, tu vois, un Conan, 18 ans qui est en pleine ascension, Jet, Sexton, voilà, des gars comme ça, tu vois. Les phénomènes quand même. Mais oui, bah à la fois Tomac, tu vois, genre. Tu vois, si lui, je pense qu'ils ont plus de mal à prendre un Conan qu'un Tomac. Si lui signe un chèque aussi gros ou même un peu plus gros que KTM, peut-être qu'ils peuvent signer un Lagenfelder Ducati, tu vois, s'ils voulaient un pilote de 150. Mais est-ce que tu voudrais un Lagenfelder qui est très bon, mais qui manque d'expérience en termes de testing et tout ça pour développer une moto aussi? Et c'est peut-être aussi pour cette raison-là que... Franchement, non. J'allais dire, c'est peut-être pour cette raison-là que Ducati commence par une 450, mais c'est juste parce que, à mon avis, il y a plus de 450 qui sont vendus chaque année que de 250. Ça, j'ai du mal à y croire aussi, parce que tu vois, tu vas en ligue, les amateurs, il y en a peu qui roulent en 450. Mais toi, en championnat de ligue, il y a combien de MX2 et combien de... Mais cette année, il y en a plus. Avant, il y en avait très peu. Là, je trouve que ça tend à ce qu'il y en ait de plus en plus. Je pense que quand tu vas dans mon groupe, il y a encore la part de 450 contre 250 est encore plus grande. Parce que même au niveau ligue, les très bons pilotes, tu en as certains qui soit sont jeunes et sont encore en 250, d'autres qui sont bons mais s'amusent et restent en 250. Mais tu vois, dans la catégorie vétéran, souvent ils veulent une 450 et comme ça ils se font plaisir et ils ont la puissance pour aller envoyer les sauts quand ils la veulent. Et puis c'est eux qui gèrent, tu vois. Mais et puis en plus, ça coûte moins cher en entretien. Ton piston, il va faire au moins 20 heures de plus que sur une 250. Ton embrayage, pareil, du coup, tu vas moins le fumer. Ouais, mais bon, en tout cas, non, moi, t'es une marque, tu cherches à signer un Lagenfelder sur 3 ans, par exemple, et pour aller chercher un titre, en fait, tu vois, parce qu'ils en sont plus... Après, le développement, ils l'ont fait en amont, avant de la commercialiser et avant de signer un mec qui va s'aligner derrière la grille de tout le championnat du monde, tu vois. Tu vois, Triumph, ils veulent pas... ils étaient pas chauds pour signer un top dès la première année en 450, pour cette raison-là, parce qu'ils veulent pas, en fait, que leur image, même pas auprès du public, mais auprès des pilotes,
soit terni parce qu'ils vont prendre un top pilote qui va pas bien performer Mhm. et ils préfèrent prendre un second couteau entre guillemets et essayer de le faire surperformer avant de signer un prétendant au titre qui va sous-performer parce que Sauf si tu arrives à le signer sur 3 ans, tu vois. Enfin, sur 3 ans, tu sais que bon, il y a peut-être la première année où ça va ouais être mais compliqué. ça sert à rien de signer sur 3 ans parce que si au bout d'un an le mec il dit ta moto elle est pourrie et j'arriverai pas à gagner, il trouve un moyen de le rompre le contrat et il se casse, tu vois. Donc les contrats ils sont littéralement en papier parfois surtout en cross donc je sais pas mais enfin au final on voit un peu les stratégies tu vois enfin on a Beta qui eux pour le coup c'est vraiment ils se disent on préfère prendre des pilotes pas trop chers pour développer la moto et qui sont clairement pas prétendants au titre pour développer la moto et essayer de progresser petit à petit. Je trouve que Triumph, ils sont peut-être un peu plus quand même, enfin surtout en 250, quand ils ont pris un Jelix Wall, c'était pour aller chercher des podiums et des victoires. Je ne sais pas si dès la première année, ils espéraient être prétendants au titre, mais à mon avis, non, c'était quand même pas réaliste. Je pense qu'ils espéraient être prétendants au titre en 250 avec Jelix plutôt là, en 2025, la deuxième année. Et ils ont signé un Faulkner qui, je pense, se sont dit, s'il revient à son 100%, c'est pareil, il pourra être prétendant au titre parce qu'on l'a vu revenir et gagner des courses de multiples fois après des blessures. Mais tu vois, à la base, donc, non, ils ont, pour l'instant, c'est pas officiel, Malcolm chez Triumph l'année prochaine. Mais à la base, ça parlait d'avoir que Jordan Smith en outdoor 450 l'année prochaine pour Triumph et signer un pilote euh, plus, plus prétendant à gagner des courses en 2027 du coup. Tu vois, un Malcolm Stewart, typiquement, lui, je pense il va prendre son billet en allant chez Triumph, tu vois. Ah oui, clairement. Donc, et que s'il regagne, alors il aimerait regagner une course en Supercross, tu vois, mais quand tu fais le choix de gagner, bah là que tu es sur une marque justement sur laquelle tu viens de gagner et peut-être du coup que tu n'as jamais été aussi à l'aise sur ta moto que là actuellement, bah c'est pas le moment d'en changer et de repartir peut-être de zéro ou de -2 sur une nouvelle marque. Ouais. Et sauf que voilà, un mec comme ça, il peut le faire au début de sa carrière, tu le fais pas. Tu prends pas ce risque, tu vois, t'es jet, tu vas pas prendre le risque justement d'aller sur une autre moto et de devoir refaire du développement, enfin de tester un truc pour un plus gros billet, sachant que à gagner des courses, voilà, même si la différence, elle se fait d'un million, tu vois. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand t'en gagnes déjà des millions, tu les places bien et tu fais d'autres millions comme ça, quoi. Écoute-le, le conseiller Alors, j'ai une bonne théorie du complot, ça va être du bon contenu pour le Brap Show. J'ai une très bonne théorie du complot là qu'on en parle. Parce que Malcolm Stewart, il a les dreadlocks, il a les cheveux longs, il veut pas les couper. Je pense qu'il a signé FXR pour l'équipement pour pouvoir aller tester la Triumph semi-incognito parce qu'il pouvait pas y aller avec son équipement 7 et comme ça pour l'année prochaine parce qu'il va pas non plus aller rouler sur la Triumph sans l'avoir essayé. Non, mais sinon, en fait, il a déjà signé chez Triumph et que Triumph est FXR et qu'en plus, dans le contrat, ouais, bah, passe FXR maintenant, tiens. Pour montrer que tu roules pas FXR parce que tu rentres dans le team, mais que tu avais déjà fait le choix d'FXR avant même de rejoindre Triumph. Ouais, peut-être. Bon, ma théorie du complot, elle est pourrie parce que de toute façon, tu vas quand même voir les locks. Mais c'est si ça, un oui, test. j'ai pas compris le lien avec les dreadlocks, du coup. Mais écoute, la Terre est plate. Je veux dire, si les théories du complot, elles étaient toujours incassables, solides sur les appuis, ça se saurait. Hein. Non, mais il faut donner un lien parce qu'à la limite, la Terre est plate. Bah oui, je suis allé au bout et puis je suis jamais tombé. Enfin, j'ai jamais fait le tour, quoi. Je me suis jamais vu tourner en rond, donc d'accord. Mais les dreadlocks, parce que j'ai une tenue FXR ou une tenue 7. Ok, bon, écoute, c'est pas grave. Et puis parce qu'il a des bottes bleues aussi. Bon, sinon, pour Hangtown, non, dernière chose. 17 points, Tomac. Alors, ouais, on va parler de Plessinger après, mais 17 points, Tomac derrière Lorenz. Réalistement parlant, objectivement, tu penses que pour le championnat, évidemment, mathématiquement, c'est encore possible, mais on considère qu'il n'y a pas de blessure. Est-ce que, et on sait que mathématiquement, c'est possible, mais est-ce que tu penses que c'est encore réaliste d'espérer gagner le titre pour Tomac ou tu penses que 17 points c'est déjà trop pour aller récupérer sur Jet? Non, 17 points c'est pas trop, surtout qu'on a vu que justement là, cette année, on a un Plessinger qui s'est intercalé. On a visiblement quelques pilotes qui peuvent s'intercaler de temps en temps, tu vois, ils vont pas faire 1-2, 1-2, 1-2 tout le long ces deux-là. Donc, ceci étant dit, non, 17 points c'est pas trop. C'est sûr qu'encore une fois, je dirais même pas qu'il a utilisé spécialement un joker, tu vois, mais ça aide pas.
Mais après, sur le nombre de manches qui restent, encore une fois, on n'est pas à l'abri qu'un Jet. Enfin, tu vois, Jet, là, c'est plus comme sur sa saison parfaite où tu le vois difficilement comment il peut tomber. Ou alors, même quand il avait fait une chute et il était remonté, il avait doublé, il avait gagné. Donc, moi, je pense que c'est possible. Après, je vois pas. Enfin, ouais, il est quand même régulier, il prend des bons départs, etc. Mais, mais il est plus infaillible. Donc, Faut voir s'il arrive vraiment à trouver le réglage miracle sur sa moto ou si au contraire il va se battre un petit peu avec sa moto tout au long de l'année, quoi. Ouais. Ça va jouer. Bon, Plessinger qui nous fait deuxième de. Alors lui c'est pareil, son histoire de je croyais avoir vu le drapeau à damier, puis au final après il restait encore un tour. Le 2 tours c'est un panneau, c'est un panneau 2 tours. Après le dernier tour c'est un drapeau blanc, donc là tu peux te tromper, mais sauf que dans le dernier tour il était déjà deuxième. Donc c'est pas là. Donc son histoire de je croyais avoir vu le drapeau à damier, puis au final non, fallait encore y aller et tout, et du coup je me suis fait rattraper et doubler. J'y crois pas du tout. J'y crois pas une seule seconde. J'ai même pas compris son mensonge. J'ai même pas compris qu'est-ce qu'il essayait de nous raconter. Je pense que après il a peut-être été gêné un peu par des retardataires. Il a eu chaud et bon, ça doit l'emmerder que ça fasse deux fois de suite, quoi, parce que Sexton l'année dernière il le prend dans le dernier tour, donc je peux comprendre, mais il a failli gagner, n'empêche, cette manche, et je pense qu'il aurait pu. Ça s'est joué à pas grand chose. Troisième de la deuxième manche, je pense qu'il se place pour l'instant en clairement troisième pilote du championnat, avec quelques batailles avec Hunter, mais à chaque fois pour l'instant il a réussi à finir devant. Et Prado, deuxième manche, beaucoup plus solide. On en parlait avant d'enregistrer. Je l'ai vu se faire rattraper par Tomac à une vitesse. J'ai cru qu'il allait le doubler comme si c'était Kotichok. Et puis, quand Tomac s'est retrouvé derrière Prado, il a doublé Webb et Anderson. Et il a fini une solide 5e place. C'est plus là que je m'attends à le voir la plupart de cet été, quoi. Pour la plus grande partie de l'été, à mon avis, on va le voir à peu près à cet endroit-là, quoi. Ouais, c'est à cause du pneu. Il était en pneu sable en première manche et il a repris le pneu terre en deuxième. Ah ouais. Mais c'est vrai que, à part pour le départ, le pneu sable sur le terrain que c'était, laisse tomber, quoi. D'ailleurs, tu les voyais en première manche, ils étaient sur des œufs là, sur la montée, un petit peu. Bon, c'est après, quand il arrive, de toute façon, peu importe le pneu que tu avais, je pense que tu vois, fallait bien faire comme Thomas qui faisait. Tu allais taper l'ornière pour te mettre droit. Vu qu'il y a un peu d'angle, je pense qu'avec un pneu classique, oui, c'est sûr que c'est quand même mieux tu flippes moins, quoi. Ouais. Mais voilà. Et donc, comme je disais, je pense que Prado, il peut faire des petits coups d'éclat sur des terrains qui ont historiquement favorisé un petit peu les pilotes issus des GP, comme Unadilla, High Point du coup, ça va être 3 semaines, je pense, parce qu'on a une semaine de pause normalement après la prochaine. Ou c'est peut-être après High Point la pause, faut voir. Mais donc je pense que High Point, Unadilla et peut-être Southwick, évidemment, terrain de sable, ça peut plus le favoriser, pas par rapport aux autres pilotes, mais par rapport aux autres terrains. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que oui, tu vas le voir là et se battre avec des Justin Cooper et Hunter Lawrence de temps en temps, quoi. Mais et encore, pour l'instant, il n'y est pas, quoi. Non, pour l'instant, il n'y est pas. Et je ne m'attends pas à le voir rouler avec Jet et Tomac cette année. Là, comme c'est parti, c'est vrai que c'est difficilement envisageable. Mais après, effectivement, s'il continue de progresser un petit peu aussi... Après, tu vois, moi, je trouve qu'il est l'exemple aux US, effectivement, l'expérience que tu prends avec les courses, c'est lui le meilleur entraînement. Et au final, j'ai envie de dire presque que c'est le seul entraînement que tu as, tu vois, pour ta saison à chaque fois. C'est si tu as participé l'année dernière et que tu as connu les trous qu'il y a pendant les manches, c'est ce qui va te faire progresser et connaître, anticiper, voilà, et qui va t'entraîner vraiment pour l'année prochaine. Tu vois, parce que à chaque fois sur leur terrain d'entraînement, c'est des trucs billards, ils vont chercher des extérieurs pleines balles, etc. Et ils n'ont pas ces trous comme ça. Donc, tu vois, je crois qu'il en parlait un peu justement que la semaine ils trouvaient des réglages et tout, et qu'au final le week-end ils changeaient pas mal de trucs. Je vois pas comment tu peux faire du testing si ce n'est peut-être sur la boîte, tu vois, comment va réagir la moto en sortie de virage, des choses comme ça, de la longe. Et encore, parce que quand du coup, c'est un extérieur pleine balle que tu vas prendre en 3, là tu te retrouves avec plein de trous, tu peux pas le prendre pleine balle comme ça, ou c'est un petit intérieur que tu vas prendre. Enfin bref, c'est 2 terrains complètement différents et sur lesquels tu règles pas du tout une moto de la même façon, à mon avis. Donc
Donc moi je pense que la vraie expérience qu'il prend et les vrais entraînements qu'il prend au final c'est sur les manches et je pense que c'est pour ça aussi qu'on va s'attendre à le voir progresser un peu au fur et à mesure de la saison parce qu'il va engranger de l'expérience et il va apprendre à régler sa moto pour des conditions de course aux US et qui lui sont quand même bénéfiques même si la semaine prochaine si on est sur un terrain si on est sur un terrain qui est un peu différent de celui qu'on a eu la semaine précédente c'est quand même un terrain qui va être défoncé voilà, avec la façon dont c'est fait aux US etc et donc qui du coup ça va quand même l'aider au fur et à mesure de la saison pareil arrêter de faire comme tout le monde à prendre un pneu sable alors que le terrain il est sec béton et rester sur tes trucs à toi tu vois et parce que lui ce qu'il veut c'est partir devant Oui, donc évidemment qu'il a pris le toujours pneu fait. sable du coup voilà et effectivement c'est ce qu'il a toujours fait et il a pris que ça donc Mais après, c'est aussi bien, tu vois, qu'il l'ait essayé. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il reste buté Oui. dans ses trucs. Non, moi, en GP, j'étais bon et je faisais comme ça, donc continue de faire comme je faisais en GP. Parce que, comme tu dis, c'est différent. Et moi, je trouve que c'est bien qu'il a essayé, il n'a pas aimé. En deuxième manche, il a essayé autre chose. Et c'est normal. C'est une année d'apprentissage. Et en fait, moi, je trouve que c'est normal pour Prado de finir 5e de la deuxième manche à Hangtown, de ne pas s'imaginer qu'il va aller rivaliser avec Jet, qui a fait un grand chelem en 2023 et qui avait déjà trois saisons de pro motocross en 250 dans les jambes. Et c'est pas réaliste de s'imaginer qu'il va tous les week-ends aller. Comme je dis, peut-être qu'il va y avoir des coups d'éclat ici ou là sur des pistes qui favorisent un petit peu son profil. Mais pour cette année, pour 2025, ouais, moi je m'attends pas à le voir, même à la dernière, je m'attends pas à le voir rouler avec Jet et Tomac et les fumer comme Erlings l'avait fait en 2018 quand il est venu à Ironman. Mais encore une fois, c'est normal et je dis pas que Prado sera jamais champion US. Ça, c'est pas les mots que j'ai dit, ça. Faut pas me les mettre dans la bouche, je les ai pas dit. Bon, qui d'autre en 450 chapeau bas à Hampshire quand même je trouve qu'il fait un bon début de saison 450 je m'attendais pas à le voir à ces positions là plus solide, hein. ouais Moins la tête à l'envers. ouais. Donc, à voir ouais, comment ça évolue pour lui, mais effectivement, chapeau bas. Et Benoît, il a fait quoi là à Hangtown? Ouais, un peu plus dur, je crois. Il a fait 13, je crois, de la première manche. Ouais. Et je sais pas ce qu'il a fait en deuxième. Et pareil, à peu près, pareil avec Guillaume, je crois. Il se retrouve un peu à chaque fois sur la piste. Ouais, oui, ça j'ai regardé à un moment donné quand j'ai regardé sur le scoring à gauche, j'ai vu qu'ils étaient encore côte à côte. Ouais. Et t'en penses quoi de deuxième manche raccourcie à 25 minutes et 2 tours à cause de la chaleur? Donc comme on a dit, il faisait 37 degrés à la météo, probablement plus au soleil en ressenti. Est-ce que tu penses que, vas-y, c'est des professionnels, c'est des athlètes, ils devraient pouvoir faire 30 minutes et 2 tours dans la chaleur, ou tu te dis de toute façon ça va pas changer grand-chose, on s'en fout? Non, oui, tu vois, pour 5 minutes, je pense que ça va pas changer grand-chose. Et pour nous, en tout cas, le spectacle, tu vois, là, tu nous aurais mis 5 minutes de plus. Je suis pas persuadé que ça change grand-chose. Et je pense que c'est mieux pour les pilotes quand même. Qu'à un moment donné, effectivement, il faut quand même aussi préserver les pilotes parce que si on en a plus la semaine suivante, on n'a plus trop rien à se mettre sous la dent. Donc non, c'est mieux. Et pour le bien-être des pilotes aussi, tu vois, je pense que je sais qu'il y a des fois il y a des commissions là. Je me souviens, c'était Ernest justement l'année dernière ou l'année d'avant là qu'ils avaient fait un peu grève là, ils voulaient pas faire la manche qualif ou voilà, des choses comme ça qui se passent. Et je pense que bon, autant quand c'est dans la boue. Non les gars, c'est chiant. Moi le premier quand je vois la terre, j'ai envie de la boue, j'ai envie de remballer et rentrer chez moi. Mais la boue, tu vois, abîmer un peu la moto et à la fois, tu vois, moi je crois qu'il y en a justement à Saint-Vith qui ont fait des motos, qui ont fumé des motos. C'est un apprentissage aussi quoi. Tu vois, l'embrayage tu l'oublies et tu saves la moto quoi. Tu roules tranquille si tu vois que ça commence à chauffer peut-être. Enfin, tu préserves, tu t'adaptes. Et moi, je pense pas avoir abîmé de matériel, tu vois, en ayant roulé dans la boue à Saint-Vith. Peut-être un peu de kitchen. Ouais, et encore, tu sais, je me mets en troisième. Bon, il y a des endroits, ça tournait un peu tout seul dans le vide. Sinon, après, c'était très lourd, tu vois. Mais bon, à la fin, du coup, je sautais plus énormément. C'était lourd, mais c'était plus lourd, moi, sur le pilote, tu vois. La tête, là aussi, plein de terre. J'essayais d'enlever de la terre de mon casque parce que à la fin, je me suis dit, je vais avoir des courbatures dans la nuque. Mais tu vois, dans la bouche, je pense que ça se fait, que la chaleur, pour le coup, tu vois, il y a comment il s'appelle, Aymas qui est pas reparti en deuxième manche, il était faible en électrolytes, de ce que j'ai vu.
Donc voilà, je pense que c'est plus dangereux de rouler sous grosse chaleur, déshydraté, etc. Parce qu'ils sont sous la chaleur en plus tout le long. Alors ok, ils ont leur petit bac de glaçons, la clim dans leur camion, etc. Tu vois. Mais à la fin, dès qu'ils sortent et qu'ils vont sur les grilles de départ, bah, ils ont leur pare-soleil. Le petit ventilateur. Voilà, mais c'est tout. Donc ils sont sous une grosse chaleur pendant très longtemps et après en mettant leur corps à la limite sous une grosse chaleur. Donc je pense que tu peux raccourcir. Alors après, par contre, quand je disais la boue, je suis pas pour ne pas raccourcir les manches non plus dans la boue. Parce que ça peut être très long et au final bah, c'est pareil quand tu as plein de mecs qui sont tankés et que ça roule plus, bon bah ça sert à rien de faire aussi long, mais je parlais de faire des commissions genre pour carrément annuler Ouais. annuler Après, les manches ou des choses comme ça quoi. pour revenir à Ernée très vite fait, il y avait une histoire de la piste était défoncée à cause des roulages sous la boue et ils avaient même pas refait, je crois, le premier virage qui est un truc qu'ils refont tout le temps d'habitude dans la MXGP. Donc c'est pour ça que certains pilotes avaient même pas voulu prendre le départ en tout cas, c'était l'argument qu'ils donnaient. C'est juste pour les positions sur la grille. Là, c'est dangereux. Le premier virage, il est même pas refait. On doit partir à fond. C'est n'importe quoi. Oui, mais je suis là. Alors, même si au final, la première manche, tu vois, elle se joue tu l'as raccourci de 5 minutes, le résultat n'est pas le même. Après, encore une fois, tu vois, souvent, quand c'est des triple crown, moi j'entends dans des podcasts américains, ouais, de toute façon, les 20 minutes de finale, c'est trop long et tout ça. Souvent, ça se joue au dernier tour dans une finale de Supercross et ça dure 20 minutes. Après, est-ce que ça se jouerait pas au dernier tour pareil si c'était 15 minutes? Tu vois, parfois, la course prend la place qui lui est donnée, j'ai envie de dire. Ouais, mais moi, je suis plus pour, tu vois, demander l'avis au pilote. Je sais pas comment c'est fait, hein, cette décision de si c'est juste eux, les mecs au-dessus, justement, qui roulent pas et qui ont peut-être même jamais mis le cul sur une moto, qui vont décider. Mais moi, je serais pour, tu vois, tous les pilotes de la manche même, et on fait un vote, tu vois. Je pense que c'est les team managers qui viennent voir. Bon, voilà, tu vois, ça consulte quand même, mais je pense que le team discutent. manager, bah, il se consulte quand même avec les pilotes. Toi, Ouais. tu serais pour quand même qu'on raccourcisse, etc. L'histoire Mais de donner. la pluie, quand ils avaient énormément raccourci en Supercross, je pense que c'était surtout l'organisateur pour la télé, pour rester dans les délais parce qu'ils avaient perdu du temps et tout. Mais là, pour le coup de la chaleur, je pense que soit c'est venu directement de la fédération, de l'organisateur, ou alors les team managers ont dit écoutez les gars, refaire 30 minutes ça va être compliqué, ce serait bien de raccourcir un peu. Ouais, parce que moi je suis pour, tu vois, qu'on demande l'avis au pilote parce qu'effectivement, à la base, il y a un règlement, c'est fait pour temps. Les mecs se préparent pour. Si à la fin, en fait, les trois quarts des pilotes qui veulent garder les 30 minutes malgré la chaleur, etc., et que tu as une minorité qui veut diminuer, et peut-être justement celui qui se dit moi je fais au choix tout le temps, donc si on peut faire une manche de 10 minutes, tu vois, je suis Mike Alessi ou comment il s'appelle, Freeze. Moi, tu peux m'en faire une de 5 minutes de manche, ça m'arrange, tu vois. Donc voilà, moi je suis pour quand même qu'on demande l'avis au pilote et qu'après, du coup, c'est démocratie en fonction de l'avis du plus grand nombre qu'on avise. Bon, on va parler des 250. On va essayer de faire vite parce qu'on a beaucoup traîné. Mais je t'avais dit qu'on parlerait de Tomac pendant 45 minutes. Moi, j'aime bien parler de Tomac. Toi, t'aimes bien parler de Sexton, mais malheureusement, putain, on n'en a pas parlé. Mais Sexton forfait. Il veut plus. Il veut aller sur la Kawa et préparer la saison prochaine. Lui. Il a rien de cassé. Il a mal, évidemment. Ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? Après, il a déjà perdu 50 points la semaine dernière. Donc, de toute façon, venir pas à 100% dans la chaleur à Hangtown, ça aurait pas fait grand chose pour lui, tu vois. Ouais, il aurait sauvé des points et puis c'est tout, quoi. Mais c'est ouf de se dire quand même que là, on est arrivé peut-être à un niveau effectivement où tu rates une manche, tu fais deux manches du coup, deux manches à blanc et ça y est, c'est foutu. T'as plus d'espoir de titre, quoi. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, Stewart en 2009, il tombe, il refait pas la suite du championnat, quoi. Mais s'il était à 100% Sexton pour rouler, tu vois, s'il avait plus mal nulle part et qu'il avait roulé cette semaine. Et ici, il se dit, ouais, je vais venir à Hangtown et peut-être que je vais gagner les deux manches. Mais là, je pense qu'il se disait, j'ai mal, je sais pas où, et c'est sûr que je gagnerai pas de manche. Donc après, est-ce qu'il faudrait pas revenir quand même le plus vite possible et prendre des points à Webb pour essayer d'avoir un meilleur placement que lui avant les playoffs? Parce que Webb, il est en train d'accroître son avance au championnat super motocross là. Ouais, il accroît son avance, mais tu vois, il intercale pas forcément des gens. J'ai l'impression qu'arriver déjà en motocross, tu vois, t'intercales pas grand monde. Ouais, en haut, parce qu'il y en a beaucoup qui participent pas. Surtout s'il revient pour Redbud, ce que j'ai vu passer ça sur Instagram pour Sexton, qu'a priori il attendrait peut-être Redbud pour revenir. S'il revient pour Redbud, effectivement, je pense pas que Tomac et Lorenz auront accumulé assez de points pour venir s'intercaler aussi haut.
S'il ne revenait pas du motocross, oui, à mon avis, là, il descendrait trop parce qu'il reste encore 18 manches, comme je disais. Mais là, ouais, s'il revient d'ici 3-4 épreuves, c'est vrai qu'il pourrait assurer sa deuxième place au championnat super motocross. Mais tu vois, s'il revenait le plus vite possible et que pour l'instant, il faisait juste du top 10 et que la semaine prochaine, il fait du top 5 et que dans 3 courses, à nouveau, il fait du podium, bah, peut-être qu'il peut aller se mettre devant Webb avant même le début du super motocross, tu vois, du playoff. Enfin bon. En 250, est-ce que c'est trop tôt pour parler de Grand Chelem pour Digan? Qu'est-ce que je dois répondre? Mais non, c'est pas trop tôt, on peut en parler. Mais il le fera pas. Voilà, vous avez le pronostic de Mister Brave. Il le fera pas. Non. Jamais fait dans cette catégorie-là. Hein, En plus. Le Grand Chelem. Mais bon, Shimoda, il est chaud. Shimoda, il roule bien. Deux manches de suite. Il s'est pas cassé les doigts. Non, et ce serait bien du coup qu'il parte devant lui pour le coup, tu vois, avec lui. Ouais. Parce que l'écart, il est resté. Alors après, c'est pareil. Est-ce qu'il gérait son avance? On sait jamais. Donc c'est pour ça. Part avec lui devant et on arrêtera de. Ouais, mais peut-être que. Et on voit ce qui se passe parce qu'effectivement, je trouve qu'il est chaud, il en veut et 2 courses de suite en tout cas. C'est pas juste la première, un coup d'éclat et après on le voit plus. Et dès le début, parce que d'habitude, c'est plus vers la fin qu'on le voit se réveiller lui sur les 4-5 dernières épreuves là, qu'on le voit faire des petits coups d'éclat et être bon et on se dit bon bah c'est un peu trop tard. Là, il est déjà là dès le départ, donc à voir. Il y a Kitchen aussi qui revient un peu dans le game, ça fait plaisir parce qu'après la première, lui pour le coup, par contre. Voilà, la semaine dernière, Kitchen pas terrible, là solide. Il fait 3-3 de la journée. Il me semble qu'il fait 3e de la première manche. Et en deuxième manche... Je crois qu'il fait trop au général, mais alors par contre... Et Masterpool qui était aussi malade et qui malgré la chaleur en première manche était solide jusqu'à ce qu'il reste 5 minutes et où il se fait reprendre par Kitchen, mais c'était bien quoi Masterpool aussi. Ouais, ça reprogresse un petit peu. A priori, il était malade déjà la semaine dernière, donc ça a joué sur ses performances. Bah, il a l'air d'en manquer un petit peu physiquement, lui pour le coup, parce que c'est vrai qu'il démarre souvent très fort là et après il craque, ce qui n'était pas trop le cas l'année dernière, donc... Ça va peut-être aller en s'arrangeant et on va peut-être le voir un peu devant aussi. Peut-être une fois qu'il sera complètement guéri. Bon, on en parle ou pas? Ah oui. On est là pour ça. On va encore passer pour des branquignoles, mais on est là pour ça. Moi, je mets pas un pied devant l'autre sur une moto, mais je peux dire que j'ai pas ma langue dans ma poche non plus. Non, mais parce qu'à la fois, mettre un pied devant l'autre sur une moto, enfin, j'ai jamais vu Jet le faire non plus. Donc, à un moment donné, en fait, finalement, c'est peut-être qu'on est bon, c'est peut-être un compliment. Moi, quand j'utilise bien mon frein arrière, j'ai un peu un pied devant l'autre, mais sinon, généralement, c'est plus sur la trottinette. Ah ouais, non, moi je fais les deux en même temps, je freine en même temps, je fais trop grave. Je fais des trucs comme ça. Ah, c'est peut-être ça en fait ce qu'il voulait dire, du coup, que c'était pas bien. Il voulait me donner un conseil. Non, c'était peut-être bienveillant finalement. Puis à toi, non, mais petit passage, tous les guignols qui commentent là, les gars, on va pas dire de gros mots parce qu'on est sur YouTube et qu'on est peut-être suivi par des gens qui sont un peu jeunes. Mais faut arrêter. Non, arrêtez pas, merci. Commentez. Oui, mais commentez, mais soyez un moment donné un peu. Constructif dans vos commentaires, enfin prenez part à la discussion, si vous voulez parler prenez part à la discussion et on en discute, venez passer ici, intercalez-vous là et on en discute, on débat, mais parce que enfin je connais pas son nom, j'ai pas l'impression qu'il mette un pied devant l'autre non plus, donc si tu mets pas un pied devant l'autre, comment tu peux dire aux autres tu mets pas un pied devant l'autre? Enfin tu vois, c'est un peu bizarre, bref. J'en sais rien, mais moi on peut être nul sur une moto et en discuter. Enfin, c'est ce que je lui ai répondu, c'est que tu vois, quand tu es sur le parking, sur le terrain, tu parles avec les gens des courses que tu as vues et pourtant la plupart d'entre nous on est nuls, tu vois, si on y réfléchit bien. Mais moi, tu sais, les gens qui aiment pas ce qu'on fait, il y en a certainement beaucoup et c'est normal, et qui mettent un j'aime pas sur la vidéo, je peux comprendre. Tu sais, tu te dis, vas-y, eux, rien à foutre, ils sont nuls, nanana, et je veux pas que YouTube il me repropose cette vidéo, donc je mets un j'aime pas. Mais quand tu viens commenter, même si tu dis c'est nul, YouTube il se dit oh t'as commenté, bah tiens je t'en remets. Donc là c'est pas très malin. Mais il va finir par aimer ce con en plus, c'est ça le pire. C'est qu'il va finir par aimer. Je le sais, c'est comme ça que ça démarre. Non mais il y en a toujours eu quand je faisais un peu de vidéos sur YouTube, c'est pareil, il y en avait un gros, pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Mais parce que du coup, il faut avoir un certain niveau pour faire des vidéos sur YouTube. Depuis quand? Je fais de la moto, j'aime bien ça, j'aime bien les vidéos, j'aime bien faire un peu de montage. Je fais. Et puis en plus, l'une des premières choses pour lesquelles j'avais publié sur YouTube, moi de base, c'est aussi pour garder des souvenirs, tu vois. Plutôt que de mettre sur un disque dur ou sur un ordi, et puis qui se perd, qui plante, etc. Ben, je me suis dit sur YouTube, tant que la plateforme existe, et visiblement, je sais pas comment ils sont en bourse. Bon, bref, en tout cas, ça a l'air. Google, c'est du solide. Voilà, ça a l'air d'aller. Et ben, j'aurai toujours accès. C'est vrai qu'il y a des fois, ça m'est déjà arrivé de retourner à ma première vidéo, du coup, en 2018, je crois, ma toute première vidéo,
Et ben je la revois, je fais purée, c'est vrai, petit 125 YZ, tout ça. Ah, ça tu regardes tes propres vidéos. Non, je regarde le pas. Le mec se donne des vues. Non, je regarde pas mes propres vidéos, mais il y a eu une fois où j'étais sur YouTube et sur mon profil pour le coup, je suis redescendu justement, regarder un peu, et puis du coup j'ai cliqué dessus vite fait, et pareil, j'avais fait une vidéo avec le setup là quand j'avais gagné la Ligue en 125 en 2020, c'est pareil, il y en a, ils avaient parlé à la plaque numéro 1. Bah ouais les gars, bien sûr j'ai mis la plaque numéro 1 avec la plaque rouge, bien sûr, parce que tout le monde rêverait de l'avoir, tout le monde l'a imaginé, tout le monde a tourné autour de sa table à faire de la moto à pied, en s'imaginant avec la plaque rouge numéro 1. Bah les gars, j'ai gagné un championnat, bien sûr je le fais. Et demain, il y a un championnat départemental même où je suis le seul à participer, je gagne, je le fais encore les gars. Parce que j'ai gagné, bah ouais. Non mais bref, non mais c'est bien. Critiquer les gars. La minute coup de gueule de Mr. Wrap. Bon, du coup, sinon on en parle ou pas? Ouais, bah oui, vas-y. Parce c'est en fait, on va parler de Tom Vial et on est évidemment pas très bien placé pour parler, même pas bien placé du tout. Mais en fait, c'est difficile d'être fan de Tom Vial. Enfin, supporter. Parce que quand je regarde la catégorie 250, et voilà, je vais le dire aujourd'hui sur le podcast 2 juin 2025, quand je regarde la catégorie 250, je supporte Tom Vial. C'est lui que je veux voir gagner. J'aime bien regarder Digan rouler. Ça m'amuse de l'écouter sur le podium, même si, pour moi, c'est des conneries, mais c'est marrant. Le voir rouler, Digan, le style et tout, le pilotage, c'est hyper agréable à regarder. Mais celui que je veux voir gagner, c'est Tom Vial. Donc quand je le vois tomber au bout des vagues, mettre une plombe à se relever, déjà je le vois tomber, j'ai les boules. Je le vois prendre une plombe à se relever, je dis mais relève-toi. Puis après, il part au paddock. Je me dis oh non, c'est pourri, c'est foutu, c'est voilà le championnat. Non, et puis surtout pour la gravité des blessures pour le coup. Donc c'est vrai que sur le coup, il y a à ce stade-là, on ne sait pas. Il part au paddock et tu dis oh peut-être qu'il a un poignet cassé ou quoi. Mais bien sûr. Il repart en deuxième manche, il part loin parce qu'il rentre 40e et il remonte 8. Et pour Tom Vial qui d'habitude part devant et n'a pas à doubler qui que ce soit, partir de la 40e grille, il passait, je sais plus, il a dit qu'il passait 17 je crois au premier tour ou un truc comme ça. Ouais, il était loin, c'est vrai. Pas loin de 20. Je crois moi, qu'à un moment donné, je l'ai regardé, moi il était 17, donc toi tu as vu 20, donc il est parti au moins 20. Il a doublé quand même 12 pilotes sur une manche plus courte de 25 minutes, dans la chaleur où c'est dur pour tout le monde, et alors qu'il avait mal au coude. Et on l'a vu un peu à l'écran, en plus il se donnait quoi, là, pour le coup assez mobile, un peu d'agressivité quoi, sur la piste. Du coup, quand tu vois ça, tu te dis mais t'étais où en première manche ? Et je vais vous dire ce que j'ai dit à Mr. Wrap, c'est que c'est peut-être un commentaire à la con que je fais, c'est probablement. Mais McAdoo, il prend la chute de Tom Vial en première manche, je pense qu'il rentre pas au paddock. Non, déjà le taquet qui se prend à Atlanta là, c'était McAdoo ouais. Sur le pont là où il s'explose comme ça, l'autre drapeau rouge à cause de lui, service médical, il a dit j'y retourne les gars, laissez-moi tranquille, c'est bon, j'ai suivi ton doigt là, laisse-moi repartir quoi. Je peux y aller. Tu vois, et là donc de ce qu'il a dit sur le côté, la grosse éraflure sur le côté, et c'est vrai que même dans l'interview tu vois, t'entends, alors après bon, il nous a pas montré torse nu, ça se trouve c'est vraiment moche tu vois, mais tu l'entends, grosse éraflure sur le... Éraflure, mec, vas-y là, tu vois, c'est bon, c'est une éraflure justement, on roule, mec. Après, tu vois, sur le coude, c'est pareil. Sur le coup, il y a des fois, il y a des coups qui font vraiment mal, genre une béquille, tu vois, sur la cuisse, ou sur le moment, tu peux même pas remonter sur la moto, ok, tu vois. Mais bah, du coup, une fois qu'il y a la minute qui est passée, boum, ça repart un peu mieux, tu vois. Moi, quand je m'étais pris peut-être en roule de tour et voilà, tu vois, plutôt que et de rentrer. Quand je m'étais pris un par l'avant au boulot, que je m'étais pété 2 côtés et tout, moi, sur le moment, j'ai eu peur. Je me suis dit, le dos, j'aurais pu me fracasser les vertèbres. Je me suis dit, peut-être j'ai des vertèbres de pété, tu vois. À ce moment-là, j'ai super mal au dos et tout. Je me mets sur le côté, je respire un coup, hop, toc, toc. Il y a peut-être une minute qui est passée, tu vois, le temps que je souffle, que je me suis relevé. J'avais un peu mal partout. Je suis remonté sur la moto, même chose. Le premier tour, un guidon comme ça, déjà, je remets un peu droit, je roule un peu mal, mais bon, bah ça va, tu vois. Donc j'ai fini cette manche-là, j'ai redoublé quelques gars et j'ai fini 12. J'étais premier à ce moment-là, j'ai fini 12. Donc c'est sûr que j'ai perdu voilà les places. Mais bon, j'ai fini quand même 12. J'ai marqué des points. Il y avait MX1, MX2 mélangés. Je suis reparti en deuxième manche. J'ai fini deuxième et j'ai fait 2 du général.
MX2. 12-2. 12-2 pour deuxième du général. Donc bon, ça, Et des fois, t'as des mecs qui font 3-3 et ils finissent 5e. voilà, ça se passera probablement pas comme ça en pro motocross parce que ils savent mettre un pied devant l'autre, tu vois, en pro motocross, et que du coup, tu peux pas avec un 12-2 finir sur le podium. Mais surtout que les 450 et 250 sont pas mélangés. voilà, mais tu marques quand même des points. Tu utilises un joker qui est un peu moins gros et voilà, je pense que enfin moi je le vois comme un Roxen. Mais Roxen, il a failli perdre ses deux bras, quoi, tu vois. Donc tu vois, Roxen, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, purée, si justement, et encore, Roxen, finalement, même quand il tombe, tu vois, par exemple, dans les whoops, qu'il a son amortisseur là, qui flingue et qui tombe dans les whoops l'année dernière, sa chute, tu vois, elle est pas super impressionnante. La moto est impressionnante. Lui, comme il tombe, tu vois, tu te dis bon bah ça va. Finalement, il se fait quand même des dégâts, le garçon, quand il tombe. Pareil, il y a des fois, tu te dis une petite chute. Il a dit j'ai mal à la cheville. Il te met la photo sur Instagram après. Il a la cheville, elle fait 4 fois sa taille. donc au final, tu te dis bon, j'avoue que je lui disais allez, t'abuses, remonte sur la moto, vas-y, même avec une entorse ou enfin il y en a, voilà. Tu sais qu'à cause de toi, Tom Vial, il va mettre une photo sur Instagram. Ça va être immonde, ça va être dégueulasse. Ça de partout. Non mais oui, il y a des mecs comme moi qui en ont besoin. J'ai besoin de voir comment c'est dégueulasse et me dire. Tu vas voir les côtes. Tu vas dire où est la peau, je vois les côtes. Voilà. Et mais j'en ai besoin. Et puis je suis sûr que je suis pas le seul. Du coup, on a besoin de voir et puis de se dire putain, en fait, Vial, t'es un héros. T'as raison. Faut comprendre que ça vient d'une place d'amour dans notre cœur. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que de l'extérieur. Bah, déjà, c'est pas toujours facile de se mettre à la place et de ressentir la douleur. Et puis c'est pareil, on réagit pas tous à la douleur aussi de la même façon. Hein. Effectivement, un Macadou, peut-être que voilà. Je crois qu'ils lui ont débranché le câble de la douleur. Ouais, non, mais il a dû se faire désensibiliser là, comme les catcheurs, les boxeurs, tout ça là. Il doit plus trop avoir de sensibilité. Mais bon, voilà, on n'est pas tous aussi réceptifs pareil à la douleur et donc c'était peut-être plus dur pour lui. Mais c'est vrai que quand tu arrives à ce niveau-là, que tu veux gagner, que c'est ta dernière année en 1250, etc. Il faut passer au-dessus. Et puis c'est vrai qu'en général, avec l'adrénaline, tu vois, ça le fait. Et moi, je reprends l'exemple de quand je me suis explosé. La course, boum, j'ai réussi à repartir à doubler dégâts. Et là, je me suis dit, il faut jamais que je m'asseye, tu vois, sinon c'est mort. Donc, dans le paddock, je continuais de marcher. J'ai marché tout le long en attendant la deuxième manche pour rester chaud. Et parce que c'est pareil, j'avais une déchirure de grade 2 là, dans la cuisse. Et ça, le soir, le lendemain matin, mais j'ai mis du temps à m'en remettre, quoi, une déchirure, tu vois, en plus à une cuisse où tu t'en sers pour marcher, je boitais de fou et ça me faisait super mal pendant longtemps, mais c'est vrai qu'avec l'adrénaline ça va, tu passes un peu au-dessus, donc là aujourd'hui il doit peut-être faire un peu plus la grimace encore que ce qu'il la faisait hier avec des bleus et tout, mais c'est vrai que tu te dis bon, il manque un peu de hargne, et puis ça va aussi avec son discours derrière, tu vois, où effectivement il voit beaucoup le positif, et nous il y a des fois on a envie de se dire bon là c'était négatif, et le pilote lui-même nous dit que c'est positif presque, tu vois. Donc t'as envie de te dire non, arrête, stop là, tu vois. T'as pas nous en tant que fan, pareil, dans ton canapé, t'as pas envie d'entendre ça. Et forcément, lui qui tire le positif derrière ça, de bon voilà, j'ai utilisé un joker l'année dernière, j'en ai utilisé 2, donc ça va. Oui, puis c'est ça. Et puis il dit, du coup, j'ai fait une manche à blanc, mais je crois que Digan, il en a fait une aussi, Kitchen aussi. Généralement, à la fin du championnat, il y a tout le monde qui fait une manche à blanc. Et je me dis, oui, mais en fait, pour moi, tu as déjà utilisé le joker la semaine dernière, parce que tu fais 3, mais tu fais 4 de la première manche, 3 de la deuxième. Et tu as déjà perdu sur Digan. La semaine dernière, il perd déjà 12 points, je crois, du coup, Tom, à peu près. Parce qu'il en perd 5 en deuxième manche, et du coup, ouais, c'est ça, et il en perd 7 en première. Et là, tu en repères 25. Et tu sais... S'il a si mal que ça, il sait déjà que la deuxième manche, ça va être compliqué. Donc, en fait, essaye. Et aussi pour la place. J'ai mal, je me relève, paddock direct. Non, essaye. Et aussi pour la place, ça veut dire que même si tu marques pas de points, tu repars. On avait eu ce discours-là, je crois, l'année dernière, justement. Ouais. C'est tu marques pas de points, mais tu as une meilleure place aussi sur la grille. Et le départ, bah, tu sais que pour toi, en plus, c'est important, tu vois. Il s'en cache pas de se dire j'ai besoin de partir devant, en gros, pour performer presque. Ouais. Et ben, si tu le sais. Effectivement, on a fait un tour, 2 tours, 3 tours. Enfin oui, effectivement, on a déjà vu Webb rouler à une main sur la piste pour 4 tours en SX, pour essayer de marquer quelques points quand même, tu vois, et pas lâcher. Donc c'est vrai que c'est ça ce que tu aimerais voir un petit peu chez le pilote. Et c'est vrai qu'avec le discours d'après-course, aujourd'hui, l'avis qu'on s'en fait, c'est il a pas envie, quoi. Il a pas assez envie, il en veut pas assez. Ou je sais pas. Moi, j'avoue que j'ai pas la même perspective que lui, clairement, sur sa situation, parce que pour moi, la première épreuve, c'est comme de toute façon, j'en ai parlé la semaine dernière. Je me suis dit, c'est pas mal, et en même temps,
c'est un peu ce qu'on a vu en SX et je pense que ça va pas le faire. Ça va pas être assez si ça reste. C'est que tu te dis, si c'est comme ça et que c'est mieux la semaine prochaine et que c'est mieux encore la semaine d'après, oui, c'est pas mal. Mais si c'est comme ça toute l'année, ça va pas être bon. Et tu vois, moi, je vois Tom par terre dans le premier ou deuxième tour, là, je crois que c'était dès le premier tour de la première manche, et je me dis, oh là là, il est déjà en retard au championnat, et là, ça va être compliqué, il faut sauver des points. Et là, je me dis pas, il n'a pas utilisé de joker, il va en utiliser un et on verra après. Et puis surtout que tu vois en plus après la concurrence derrière, c'est pas comme si tu avais un coup Digan, un coup Kitchen, un coup Shimoda, un coup un mec, tu vois, peut-être devant qui il a terminé, un coup Bomber. Non, c'est que là, c'est tout le temps le même en plus qui gagne. Donc tu peux pas te dire, bon, bah 4-3, c'est bien, podium, 2-2, c'est bien, podium. Tu vois, je pense que même un Shimoda, voilà, il dit, bon, 2-2, ouais, c'est cool et tout. Mais bah, je peux pas faire 2-2 comme ça tous les week-ends en fait. C'est bien de faire 2-2, c'est une bonne perf, mais derrière ça, mon objectif c'est de gagner. Et je peux pas. Et donc, Shimoda il se dit pas j'ai utilisé un joker, mais juste il se dit il va falloir gagner. Comme Sexton quand il était face à Faulkner, il était sur le podium deuxième, il était pas content quoi. Il tirait la gueule, il disait mais je veux gagner en fait là. Et il faut que je trouve quelque chose. Week-end après week-end, je gagne pas. Donc, même si je finis 2 à chaque fois. Ça me va pas quoi, c'est pas possible. Et lui, tu as l'impression qu'il a un discours plus positif que ceux qui finissent 2-2 derrière Digan, tu vois, parce que c'est l'ouverture du championnat, il va monter en puissance, parce qu'il est tombé, parce que tu vois, il y a souvent, on va dire, des excuses, entre guillemets, des raisons pour lesquelles il arrive à tirer du positif. Et donc, c'est vrai que de chaque situation, tu peux tirer du positif. Hein, ça pourrait être pire. Comme il dit, il est entier, il est pas blessé, il pourrait être à 100% la semaine prochaine. Donc, effectivement, c'est bien de voir ce point de vue-là. Mais du coup, je pense qu'il faut s'énerver un peu d'un côté où il va falloir gagner, tout simplement. C'est bien de ne pas être comme Sexton et de se sentir au fond du trou dès qu'il finit deuxième. Parce que Sexton, parfois, c'est un petit peu ça quand même. Tu vois que lui, pour le coup, Sexton, les émotions le gagne vite, c'est qu'il est très content quand il gagne, surtout quand il gagne une course difficile et tout. Il est quand même très content. Et puis, il est au bout de sa vie quand ça se passe pas très bien, quoi. Et c'est bien d'être plus stoïque pour le mental, comme Tom. Mais ouais, là, moi, je suis d'accord que. Oui, tu peux te dire que tu es content de ne pas t'être fait mal, mais c'est un peu le seul point positif du week-end, j'ai envie de dire. C'est que voilà, il est tombé et il s'est pas fait mal. Parce que 0 point en première manche. Le 8e en deuxième manche, il est bien. Je veux dire, surtout quand tu vois les cartes qui lui ont été données, bah, il a super bien joué. Mais la première manche, ouais, moi j'aurais aimé voir. J'aurais aimé le voir 3 tours essayer, peut-être enrouler 3 tours, et puis ensuite, et si là tu vois, il dit ah non, j'y arrive pas et je m'en vais, je vais chercher le mécano, on rentre. Et là je me dis ah vraiment ça va pas, tu vois. Mais quand je le vois repartir au paddock direct et qu'ensuite en deuxième manche je le vois faire ce qu'il a fait, je me dis que bah s'il avait essayé, il aurait peut-être fait 17 ou 15, tu vois, en première manche ou 12, qui sait. Ouais. Donc bon. Tu crois que le contrat il est déjà signé en 450 chez KT ou? Parce que ça, c'est quelque chose qui peut motiver aussi, tu vas te dire, faut que je me montre, faut que je montre que je suis déter. Parce que je sais que KT, ils lui ont fait une proposition. L'avis que j'ai, je pense que des teams, du coup, qui sont pareils, extérieurs au truc, je pense qu'un Mitch Payton, il dirait la même chose, genre, vas-y, roule, tu vois, t'as mal tant que t'as rien de cassé ou quoi, ou essaye, effectivement. Et on voit, je pense que les teams aussi, c'est ce qu'ils veulent, hein, un peu de détermination. Et puis les teams, ils vont regarder aussi l'image que tu as par rapport aux fans en vrai derrière, parce que c'est ça, quand ils investissent aussi sur un pilote, tu les entends des fois dire on prend Dean Wilson parce qu'il a un bel engagement au niveau de sa communauté, parce que le mec il a plein de followers, donc tu te dis que l'image que tu ressors est importante aussi. T'es Kawasaki quand t'embauches Tom Vial, je dis Kawasaki comme ça, hein, mais je pourrais dire la même chose pour Yamaha ou n'importe quelle marque. Tu vas embaucher Tom Vial, il faut soit qu'il gagne des titres parce que ça va faire vendre des Kawasaki, soit que lui, sa personnalité, te fasse vendre des Kawasaki. Donc quand tu as un Roxen, il est suffisamment suivi, il a suffisamment de fans et il a suffisamment une personnalité qui est aimée pour te dire, même s'il ne gagne pas, il va vendre des Suzuki Roxen. Et s'il gagne, il va nous vendre encore plus de Suzuki. Même juste en gagnant une course, il a vendu plus de Suzuki que n'importe quel autre pilote sur une Suzuki les 3 années d'avant, quoi. Tom Vial, peut-être qu'il est très jeune, mais les très jeunes, ils n'achètent pas leur moto eux-mêmes. Donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent une KT parce qu'ils sont fans de Tom Vial et qui roulent sur une KT. Je pense que Tom Vial, il fait vendre des KT quand il gagne des titres et des courses. Ouais, mais j'ai entendu Yann Harrison dire qu'il voulait signer Tom Vial en 450 l'année prochaine et tout. Donc je suis sûr qu'il a déjà eu une proposition. Après, ça va être une question de peut-être qu'il va vouloir faire retarder la signature
parce qu'il veut bien performer sur les courses pour faire monter le salaire ou quoi, montrer, regardez en motocross, je gagne des courses, j'ai progressé et ça va continuer. Et donc, et de toute façon, il doit certainement avoir déjà sur le contrat qu'ils lui ont proposé une option. S'il gagne le titre, le salaire de motocross là, le salaire ce sera tant. S'il gagne pas le titre, le salaire ce sera tant. Et tout ça, tu vois, je pense qu'il y a du financier encore à négocier, mais il a une place chez KTM s'il veut, Tom, à mon avis. Et je pensais à un truc en première manche 450, c'est que Thomas, quand il voit le numéro 7 devant, il doit se dire ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai que ah bon. Ouais, ça ferait 3 pilotes si Thomas qui y va. Ouais, ça ferait 3 pilotes. Mais comme on a dit, ils l'ont déjà fait. Ouais. Ils l'ont déjà fait avec Marvin, Plessinger et Webb. C'était pas Sexton. Marvin, Plessinger et Webb. Ouais, en tout cas, mais parce qu'en plus après c'est vrai que dans son discours il dit le roulage, voilà, il tire les points positifs du roulage, c'est vrai, mais d'un point de vue championnat, il n'y a pas de positif à tirer en fait. Est-ce que je peux faire mon commentaire à la con? Je t'en prie. Ben, le roulage il est bien quand tu roules. Canapé aigri. Non, mais donc le roulage, oui, en deuxième manche, c'est pareil. Quand tu vois la perf, effectivement, de 20 à 8, c'est bien, c'est un beau roulage, il y a de l'agressivité et tout, c'était propre, ça allait vite peut-être, etc. Donc j'ai pas vu les chronos et tout, c'est pour ça que je dis peut-être. Mais par contre, d'un point de vue du championnat, il n'y a pas de positif à tirer. Il faut sonner un peu d'alarme et il faut gagner. Je suis d'accord. Bon, on a passé. C'était un long épisode par rapport au dernier qu'on a fait. T'as autre chose à rajouter sur la catégorie 250? Non, je crois pas. Du coup, t'as dit tu mets le billet sur le Grand Chelem de Digan. Moi, je dis Shimoda, il sera champion. Non, mais tu vois, déjà Shimoda qui fait 4 fois deuxième, c'est sûr que ça doit commencer à l'agacer. Et puis il se dit. Enfin, moi, je suis Shimoda, je me dis déjà 12 points. Et tu sais, il y a des cas où tu te dirais 12 points au championnat, il reste encore 9 épreuves, ça va. Mais quand tu es derrière Digan qui a fait 1-1-1-1, 12 points, c'est déjà beaucoup. Tu sais que le garçon, il va pas faire 10. Non, il va. Enfin, regarde, la dernière fois, il a fait sa ligne d'échappement, il y avait un coude dedans. Il lui a mis un coup de pied, il est reparti et il fait 4 ou 5. Voilà, là, typiquement, mettez-nous dans les commentaires. À votre avis, Tom Vial, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il se relève, il voit que la ligne, elle est comme ça. Et là, c'est sur la moto, c'est même pas sur le bonhomme. Parce que autant, encore une fois, sur le bonhomme, tu peux te dire, on n'est pas tous sensibles pareil à la douleur, on ne ressent pas la douleur que lui avait. Je peux donner mon avis? Oui, je l'aime bien aussi. Je pense que Tom Vial, il va à la pit lane et c'est son mécano qui fout des coups de latte dans la ligne d'échappement, dans le silencieux. C'est ton avis aussi? Ouais. Oui, qu'en tout cas, il sort et qu'après, je pense qu'effectivement, il y a peut-être les mécanos qui vont essayer de taffer un peu sur la moto pour essayer de la remettre en J'ai aucun doute que les mécanos, parce que tu vois déjà quand ils ont le guidon tordu, ils foutent des coups de latte dans la roue. Je pense pas que ce soit la meilleure solution pour réajuster même. Moi, quand j'ai mon guidon tordu, enfin pas tordu mais désaxé, j'aime bien le mettre en butée et taper sur le guidon. Je trouve que ça marche mieux que de mettre des coups de latte. Il y a pas énormément de jeu dans une roue, mais enfin une jante, ça peut flex un peu aussi et tout. Foutre des coups de latte dans la jante. Je trouve pas que. Surtout que c'est au niveau des pontets au final que se trouve le problème généralement. C'est au niveau de tes pontets que ton guidon il s'est désaxé, donc taper dans la roue. T'as quand même les entretoises, l'axe, t'as les suspensions, il y a plein de choses qui peuvent un peu bouger et qui au final tu mets des coups de latte et ça réajuste pas quoi. Mais surtout que je trouve que c'est très approximatif alors que des fois en fait sans même mettre des coups de guidon, juste tu te mets en butée et tu forces un peu dessus, tu vois, sans taper et au final ça rebouge aussi. Hein. Donc, et t'es un peu plus précis quand tu vas. Comme moi, j'ai pas cette force, donc j'avoue que je mets en butée. Après, je tape dans mon guidon, mais ouais, donc j'ai aucun doute qu'il y aurait eu un mécanicien pour mettre des coups de pied dans la Krapovic, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, comme j'ai dit, moi je suis désolé, on va. Toy-Shental, j'ai trouvé le terrain pas terrible parce que ça fait trop de zigzags et du coup c'est très monotrajectoire. Et regarder une manche 450 où les 4 premiers ils sont à 2 secondes, c'est cool, mais en même temps quand il n'y a pas de dépassement, c'est un peu chiant. Et sinon, bravo à Erlings qui a remporté un autre GP. Quand je l'ai vu à Ernée, deuxième derrière Konen pendant 20 minutes en première manche, je me suis dit, je pense que d'ici 2-3 semaines, on a Erlings à 100%.
À mon avis, il n'était pas encore à 100% à Touchenthal, mais c'était assez pour gagner. Et je reste sur mon idée que d'ici, peut-être pas la prochaine course, mais la suivante. Voilà, je suis pas sûr qu'en Lettonie, on ait encore un Airlings version 2025 à 100%, mais je pense que la course d'après, ce sera bon. À moins qu'il se fracasse encore une fois, mais j'espère pas. En tout cas, ça fait plaisir Et- quand même de le revoir à ce niveau-là. Erling Ouais. s'est performé, même si moi, c'est pareil. C'est De clair. base, j'étais pas un très grand fan, mais là, avec le temps, tu vois. Ça force le respect en fait quand J'apprécie un mieux. athlète a cette longévité. Je Et trouve. puis, il s'est vachement assagi aussi. Il s'est vachement. Ouais. Enfin, moi, depuis, tu vois, qu'il a dit, ouais, je voulais aller faire de l'outdoor, et puis depuis qu'il y a Jet, j'ai plus trop envie. Tu vois, quand tu es capable de parler comme ça, pareil aussi, en toute humilité, justement, d'autres pilotes. Après, peut-être que maintenant qu'il va voir Thomas ce qu'il fait, il va dire bon, en fait, l'outdoor, je peux. Ce serait beau quand même qu'il arrive à revenir justement au très haut niveau et d'aller à l'outdoor là-bas. Mais bon, après, voilà, on voit avec un Prado, c'est pas si facile. Après Prado, il y a changement de moto et tout aussi. Est-ce que si Hmm. il pouvait y aller avec une KT, mais bon, Ouais, mais- s'il y en a déjà 3 là-bas. Alors, J'allais dire, il va y aller avec une KT, mais ce sera pas la même KT que ce qu'il a là. Et pour le coup, enfin, c'est un truc de ouf quand même à quel point, en 450 moins, mais en MX2, avoir une KT, ça a l'air d'être un sacré avantage quand même. Après, c'est peut-être aussi que KT a tout simplement signé tous les meilleurs pilotes, mais enfin, tu vois, c'est assez fréquent que tu aies 3 KTM aux 3 premières places en MX2. Mm. Et Honda a gagné quand même une manche qualificative pour la première fois depuis 2018, je crois, en MX2, donc ça c'était beau. Surtout que moi, Lata, avant cette année, j'avais jamais entendu parler de lui. Ouais, ça me dit rien non Donc, plus. peut-être qu'il faisait déjà du MX2 l'année dernière, mais ouais, en tout cas, très chaud. Puis ouais, voir une Honda en fait en championnat du monde MX2 performer comme ça, je me souviens pas la dernière fois que j'ai vu ça quoi. Musquin en 2000. 9. Avant de se dire, ah non, la KTM c'est mieux. Et donc voilà, ouais, sinon Touchenthal, moi les deuxièmes manches, j'avoue que j'ai passé en avancée parce qu'avec Lagadou, je trouvais ça moins fun. Du coup, j'ai même pas vu l'erreur qu'a fait Konen. Il était premier. Je me suis dit, bon, je vais avancer. Ah bah, il a à l'appel d'un saut comme ça, là, il a cross-rut à mon avis. Et il a fini dans les grillages, moto bloquée dans le grillage. Ah Je ouais crois qu'il a fini par l'enlever quand même, mais c'est ce qui lui a coûté la victoire du Ouais, parce que GP. j'ai vu qu'il a fini loin. C'est dommage, il allait faire 2-1. Il était sur 3 podiums de suite, je crois, ou 2 podiums de suite. Mais bon, c'est. Après, là, il pleuvait, il y avait la Gadou. J'ai l'impression que Sacha Konen est quand même plus solide qu'il ne l'était en début de championnat. Il se met quand même moins par terre, surtout quand c'est pas forcément boueux. Mais c'est quand même très à la limite à chaque fois, quoi. Quand même Ouais, beaucoup c'est d'erreurs. l'impression que À j'ai Ernée, aussi, ça bouge c'est beaucoup, pareil. Hein, il y avait de l'erreur. Hein, ça a chahuté un peu à droite à gauche. Et j'ai l'impression que des fois, ce qui le sauve, justement, c'est de garder les poignets dans l'angle, un peu comme Jet dans les Whoops à Paris. Ça le stabilise et ça reste comme ça. Mais il y a quand même des fois où tu te dis. Lui aussi, lui, il est pas papa, il a pas 3 enfants ni 30 ans, mais. Oh, la vie, ils s'en foutent un peu. Ouais, c'est One Life. Mais remarque, non, il roule pas comme s'il en avait qu'une. Ouais, c'est vrai. Mais, et sinon, petit mot sur la météo, plus de pluie s'il vous plaît, en GP en 2025. Si on pouvait arrêter la Gadou, il y en a marre. Ouais, S'il vous plaît, on veut Ils n'ont des. pas été gâtés. Ouais. Non, là, ça suffit. Voilà, ça suffit, stop. On arrête. Et Romain, ben, troisième, ça va, mais voilà, gagne dès que tu peux, quoi. Ah, c'est Ouais. pareil, il faut y aller un petit peu parce que bon, 10 mine de ans rien, plus tard, on y effectivement, croit. Conan, il est pas si loin et il est là tous les week-ends. Ouais. Donc, tu peux pas trop miser sur. Mais tu vois, là, la semaine prochaine en Lettonie, c'est un terrain plus sablonneux. Je pense que déjà, ça va être beaucoup moins monotrajectoire. Et du coup, si en vitesse, même si c'est proche comme c'était là, il y aura plus de solutions pour doubler. On devrait avoir plus de spectacles, quoi. J'espère. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Tom Vial, désolé. Mais vraiment, c'est parce qu'on veut te voir champion, merde. Et on vous dit à la semaine prochaine pour Thunder Valley, la troisième épreuve. Je pense que moi, je vais essayer d'hiberner toute la semaine jusqu'à samedi parce que je peux pas attendre. Attends, là, on tourne, on est lundi. Vous verrez ça à partir de mardi, mais on tourne, on est lundi. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y a encore 5 dodos. Donc moi, je vais peut-être essayer de faire un gros dodo pour pouvoir voir la course le plus vite possible. Putain. Allez, salut. Ciao.